La première chose qu'Eleanor Nell Whitaker a entendue en descendant du train à Silver Ridge, c'était des rires. Pas le genre chaleureux, le genre qui vous met à nu devant des inconnus. Elle se tenait sur ce quai dans une robe en coton délavé. Une malle éraflée à ses pieds, et 60 personnes la fixaient comme si elle était un numéro de cirque. Puis les portes du saloon s'ouvrirent. Caleb Mercer est marché dans la lumière du soleil. Il n'a pas regardé sa robe. Il a regardé sa colonne vertébrale. Et ce qu'il y a vu a changé tout ce que cette ville croyait savoir sur la valeur. Si vous voulez voir comment cette mariée en haillons a bouleversé toute une ville de montagne, abonnez-vous à notre chaîne. Restez avec cette histoire jusqu'à la toute fin. Et laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Le 3 juillet 1886, le train 240 vers l'est est entré en gare de Silver Ridge avec 17 minutes de retard. Il traînait un mur de poussière derrière lui comme un linceul funéraire. Nell Whitaker agrippait le bord de son siège et essayait de respirer. Elle était dans les trains depuis 6 jours, de Saint Louis à Kansas City, de Kansas City à Denver, de Denver à travers les cols vers les hautes terres qu'elle n'avait vues que sur des cartes postales. Ses mains étaient gercées par l'air sec. Ses lèvres étaient fendues. La robe en coton qu'elle portait avait été lavée 2 fois dans l'eau des ruisseaux aux arrêts de gare. Elle avait séché, raide, contre sa peau. Il lui restait $4, une lettre dans la poche de son manteau, et un nom qu'elle n'avait jamais prononcé à voix haute devant personne sauf Dieu. Caleb Mercer. Le contrôleur s'est penché dans son wagon. Silver Ridge, madame. Terminus pour vous. Elle s'est levée. Ses genoux lui faisaient mal. Ce mal a raclé le sol alors qu'elle la traînait vers la porte. Besoin d'un coup de main? A demandé le contrôleur. Non, monsieur, je l'ai porté jusqu'ici. Il a soulevé son chapeau et s'est écarté. La porte s'est ouverte et le soleil du Colorado l'a frappé comme une gifle. Elle a plissé les yeux, elle a cligné des yeux, elle est descendue sur le quai en bois. Et c'est là qu'elle l'a entendu. Le rire. Pas d'une seule personne, mais d'une foule. 60. Ou peut-être 70 personnes s'étaient rassemblées le long de la barrière du quai. Des femmes en calicot de repassé, des hommes aux chapeaux propres, des enfants perchés sur les poteaux de clôture comme des corbeaux attendant que quelque chose meure. Une femme avec un bonnet bleu a donné un coup de coude à sa voisine. C'est elle. C'est ce que Mercer a fait venir. Seigneur, ayez pitié. Elle n'est même pas bonne à cuisiner pour un chien de ranch. Nell n'a pas bougé. Elle a posé sa malle. Elle a redressé son dos. Elle a croisé les mains devant elle. Elle avait entendu pire. À Saint-Louis, quand l'usine textile a fermé et qu'elle est restée 3 jours sans manger. Un contremaître lui avait dit qu'elle ne valait pas le fil avec lequel elle cousait. Elle avait survécu à ça. Elle survivrait à ça. Mais ça brûlait quand même. Un homme en gilet gris s'est frayé un chemin à travers la foule. Le maire Horace Bellamy. Elle ne connaissait pas encore son nom, mais elle connaissait le genre. Gros ventre, grosse voix, de petits yeux qui mesuraient tout en dollars. Eh bien, Bellamy a accroché ses pouces dans les poches de son gilet. Vous devez être la mariée. Je le suis. Vous êtes loin de chez vous, n'est-ce pas? Je n'ai pas de maison. C'est pour ça que je suis ici. Bellamy l'a regardé de haut en bas, lentement, de la façon dont un homme inspecte un cheval qu'il a déjà décidé de ne pas acheter. Mercer a passé une annonce pour une femme il y a 6 mois. Bellamy a parlé assez fort pour tout le quai. Il a payé les frais d'agence et tout. J'ai rencontré beaucoup de femmes par correspondance passées par ici. Elles arrivent généralement avec au moins un chapeau décent. Plus de rire. La mâchoire de Nell s'est serrée. Je ne savais pas qu'un chapeau était requis pour le mariage. Bellamy a souri. Ce n'est pas requis, ma chérie. Mais ça aide quand le marié doit vous regarder tous les matins. La foule a rugi. Quelque chose de brûlant est monté dans la gorge de Nell. Pas des larmes, de la rage. Le genre qu'on avale parce qu'on n'a nul de part où le cracher. Elle a regardé les visages autour d'elle, tous amusés, divertis, comme si son humiliation était le meilleur spectacle que Silver Ridge ait vu de tout l'été. Puis les portes du saloon de l'autre côté de la rue se sont ouvertes avec fracas. Tout est devenu silencieux. Caleb Mercer a marché dans la lumière. Il était grand, plus grand que n'importe quel homme sur ce quai. Large d'épaules, comme s'il avait été bâti pour porter des choses que les autres hommes ne pouvaient pas soulever. Son chapeau était bas, ombrageant ses yeux. Une corde enroulée pendait de sa main gauche. Un revolver était à sa hanche, usé par l'usage, pas pour le spectacle.
Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas parlé. Il a traversé la rue de terre avec une sorte de silence qui faisait reculer les gens sans savoir pourquoi. Ses bottes ont frappé les marches du quai une par une. Il s'est arrêté à 3 mètres de Nell et il l'a regardé. Pas la robe, pas les mains gercées, pas la poussière dans ses cheveux. Il a regardé sa posture. Elle se tenait droite, menton levé, mains toujours croisées. Elle ne pleurait pas, elle ne suppliait pas, elle injurait. Quelque chose a changé derrière ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Bellamy s'est raclé la gorge. Eh bien, Mercer, elle est là. Tu la veux toujours? Ou devrions-nous la remettre sur le 315 vers l'est? La foule attendait. Caleb n'a pas regardé Bellamy. Il a regardé Nell. Vous avez mangé aujourd'hui? A-t-il demandé. Doucement, juste pour elle. Elle a cligné des yeux. De toutes les choses qu'elle s'attendait à ce que le cow-boy des montagnes dise, ce n'était pas l'une d'elles. Non, a-t-elle dit. Il a hoché la tête. Il est passé devant elle. Il a ramassé sa malle d'une main comme si elle ne pesait rien. Puis il s'est tourné vers Bellamy. Elle est venue pour moi. 5 mots. Le quai est devenu silencieux comme la mort. Le sourire de Bellamy s'est fissuré sur les bords. Attends un peu, Mercer. Je dis juste, la ville a des standards. La ville a des opinions, a dit Caleb. Ce n'est pas la même chose. Il a regardé Nell. Vous êtes prête? Elle a ramassé son manteau sur le banc du quai. Je suis prête depuis 6 jours. Il a presque souri. Presque. Ils ont quitté ce quai ensemble. Et Nell a entendu les chuchotements s'enflammer derrière eux comme de l'herbe sèche prenant feu. C'est un imbécile. Elle ne tiendra pas une semaine. Bellamy va le dévorer tout cru. Mais Caleb n'a pas regardé en arrière. Et donc Nell non plus. Son chariot était assis au bout de la rue. Un solide attelage de montagne, 2 chevaux de trait, bien nourris et calmes. Il a mis sa malle à l'arrière et a offert sa main pour l'aider à monter. Elle l'a prise. Sa poigne était rugueuse, calleuse, stable. Elle est montée et s'est assise sur le banc. Il est monté à côté d'elle. Il a pris les rênes et a fait claquer sa langue. Les chevaux ont bougé. Silver Ridge a rétréci derrière eux. Pendant 10 minutes, aucun d'eux n'a parlé. La route montait. Les pins s'épaississaient des 2 côtés. L'air a changé, plus frais, plus rare, portant l'odeur de la fonte des neiges et de la sauge sauvage. Finalement, Nell a dit « Vous n'êtes pas à quoi je m'attendais. Vous non plus. Est-ce un problème? » Brooke, il l'a regardé. « Je n'ai pas passé d'annonce pour un chapeau, Mademoiselle Whittaker. J'ai passé une annonce pour quelqu'un qui resterait. »« Nell, a-t-elle dit, si je dois rester, autant m'appeler Nell. »« Caleb? » Elle a hoché la tête. Elle a croisé les mains à nouveau. Vieille habitude. « C'est loin? » a-t-elle demandé. « 2 heures de montée. La route devient rude après la limite des arbres. »« Je peux gérer le rude. » Il l'a regardé à nouveau. Plus longtemps cette fois. J'imagine que oui. Ensuite, ils sont montés plus haut. Les arbres se sont ouverts sur de vastes prairies. Des fleurs sauvages. Des ruisseaux courants. Une buse à queue rousse tournante au-dessus de leur tête. Nell a regardé tout cela passer et a gardé ses questions pour elle. Elle avait appris ce que là sur les hommes qui vivaient seuls. On ne les encombre pas de mots, on laisse le silence faire les présentations. Mais elle avait une question qu'elle ne pouvait pas retenir. « Pourquoi avez-vous fait venir une femme? » Et Caleb est resté silencieux pendant un long moment, si longtemps qu'elle a cru qu'il n'allait pas répondre. Puis il a dit « Parce qu'un homme seul sur une montagne est juste un homme. Mais un homme avec quelqu'un qui vaut la peine de se battre, c'est quelque chose de différent. » Nell a retourné cela dans son esprit. C'était la chose la plus honnête qu'on lui ait dite depuis des années. « Et si je ne suis pas ce que vous espériez? » a-t-elle demandé. L'espoir n'a rien à voir là-dedans. Vous vous êtes présenté. C'est suffisant pour l'instant. Le chariot a fait une embardée sur un rocher. Nell a agrippé le banc. Caleb a étudié les rênes sans un mot. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, » a-t-il dit après un autre mile. À propos de la raison pour laquelle Bellamy était sur ce quai, il semblait terriblement intéressé pour un maire. Il est intéressé parce que je possède la seule source d'eau douce au-dessus de la ligne du bassin. Tous les éleveurs de cette vallée ont besoin de cette eau au mois d'août. Bellamy essaie de me la faire céder depuis 3 ans. Et vous ne voulez pas, et je ne veux pas. Alors, il m'utilisera contre vous. Caleb l'a regardé. Vous avez déjà compris ça? J'ai compris ça à la seconde où il a proposé de me remettre dans le train.
Un homme ne vient pas à la gare pour accueillir la mariée d'un inconnu, à moins d'avoir une raison. Caleb était silencieux à nouveau, mais cette fois, le silence avait une texture différente. Il n'était pas vide, il était plein. Mademoiselle Nell, a-t-il dit, vous pourriez très bien vous en sortir ici. La route s'est rétrécie, la pente s'est raidie. Les chevaux se sont penchés dans la montée. Nell a agrippé le banc et n'a rien dit. Mais dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps a remué. Pas de l'espoir. Elle était trop intelligente pour l'espoir. Quelque chose de plus dangereux. Un but. Oh, ils ont atteint la cabane 1 heure avant la nuit. Elle était assise sur une crête surplombant une vallée si large qu'on aurait dit que Dieu avait creusé la terre à 2 mains. Un ruisseau coulait derrière. Un corral abritait 4 chevaux. Non, des Mustangs à moitié sauvages à en juger par leur apparence. Caleb a mis le frein et est descendu. Il est venu de son côté, mais s'est arrêté net avant de lui offrir sa main à nouveau. « La porte est ouverte, a-t-il dit. J'apporte votre mal. » Nell était descendue elle-même et a marché vers la porte. À l'intérieur, une cheminée en pierre, une table construite en pin, 2 chaises, un poêle en fonte, des étagères garnies de conserves, un râtelier à fusils au mur. Propre, dépouillé, pas de rideaux, pas de fleurs, aucun signe qu'une femme ait jamais mis les pieds ici. Ce n'est pas grand-chose, a dit Caleb derrière elle. C'est un toit et 4 murs. C'est plus que ce que j'avais la semaine dernière. Il a posé sa malle près de la porte de la chambre. Vous prenez la chambre, je dormirai au grenier. Vous n'êtes pas obligé. Je le suis jusqu'à ce que vous disiez le contraire. Il a soulevé son chapeau et est retourné dehors. Nell s'est tenue seule dans cette cabane et a pressé sa main contre le mur. Pin solide, encore chaud du soleil de l'après-midi. Elle n'allait pas pleurer. Elle s'était promis cela dans le train. Pas de larmes avant d'avoir gagné le droit de les verser. Mais ses mains tremblaient. Elle a ouvert sa malle. À l'intérieur, 2 autres robes, toutes 2 usées jusqu'à la corde. Un kit de couture. 3 livres, un daguerréotype de sa mère. Et tout au fond, enveloppé dans une toile cirée, un journal en cuir. Elle a sorti le journal et l'a ouvert à la première page blanche. Elle n'a rien écrit encore. Mais elle tenait le stylo comme une arme. Ce premier soir, Nell a cuisiné. Ce n'était pas grand-chose. Haricots, pain de maïs, café. Mais elle a trouvé sa cuisine organisée avec une précision qui lui en disait plus sur lui que n'importe quelle conversation. Chaque outil à sa place. Chaque provision mesurée et marquée. C'était un homme qui survivait par la discipline, pas par la chance. Elle a mis la table. 2 assiettes, 2 tasses. Quand Caleb est rentré du corral, il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » a-t-il dit. « Je sais, asseyez-vous. » Il s'est assis. Oh, ils ont mangé dans un quasi-silence. Mais c'était le genre de silence qui construit quelque chose, pas le genre qui détruit. Après le dîner, Nell a lavé les assiettes pendant que Caleb vérifiait les loquets des fenêtres. Une habitude, a-t-elle remarqué. Le genre qui vient quand on s'attend à des ennuis. « Bellamy, a-t-elle dit sans se retourner. Jusqu'où ira-t-il? Loin. Est-il déjà venu ici? 2 fois. Une fois avec des géomètres. Ou une fois avec un adjoint et un papier disant que mon titre de propriété était en cours de révision. Était-ce légal? Le papier l'était. La raison ne l'était pas. Nell s'est essuyé les mains et s'est tourné pour lui faire face. J'ai lu des contrats pendant 3 ans à l'usine de Saint-Louis. Quand les propriétaires ont essayé de baisser les salaires, j'ai trouvé une clause dans l'accord de travail qui les en a empêchés. Ça m'a coûté mon travail, mais les femmes ont gardé leur père. Caleb s'est appuyé contre le cadre de la porte. C'est pour ça que vous avez perdu votre poste. C'est pour ça que j'ai tout perdu. Aucune usine en ville ne voulait m'embaucher après ça. Le mot circule quand une couturière fait passer des hommes riches pour des idiots. Alors, vous avez répondu à une annonce par correspondance. J'ai répondu à la seule qui ne demandait pas de photos. Quelque chose a traversé son visage. Pas de la pitié, de la compréhension. Je n'ai pas demandé de photos parce que je me fichais de ce à quoi vous ressembliez. Je sais. C'est pour ça que je vous ai choisi. Le feu a crépité. Quelque part dehors, un Mustang a henni. Caleb s'est décollé du cadre de la porte. Reposez-vous. Demain, je vous montrerai la source. Vous devez comprendre ce que nous protégeons. Nous. Il a fait une pause à la porte. Vous avez dit sur le quai que vous étiez venu pour moi. Je ne prends pas ces mots à la légère, Nell. Alors si vous les pensiez... Alors oui, nous.
Il est sorti dans l'obscurité. Nell s'est tenue près du feu et a écouté ses bottes sur le porche, puis le silence, puis le grincement de l'échelle du grenier. Elle a regardé les 2 chaises à la table, 2 assiettes, 2 tasses. Elle avait été seule pendant 4 ans. Elle ne savait pas si c'était le début de quelque chose ou la fin de tout. Mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne remonterait dans aucun train. L'aube a frappé la crête comme un marteau. Nell s'est réveillée avant Caleb, force de l'habitude. Les ouvrières d'usine se lèvent à 4 heures et le corps n'oublie pas. Elle a fait du café. Fort et noir, elle a posé sa tasse sur la table. Quand il est descendu du grenier, il a vu le café et s'est arrêté. Vous êtes levé tôt. Je suis levé normalement. Vous êtes levé tard. Il a fait les rires. Il s'est retenu. Il s'est assis. Ils ont bu le café dans la demi-lumière bleue. Et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Saint-Louis, Nell a eu l'impression d'être assise en face de quelqu'un qui ne voulait rien d'elle, sauf la vérité. Caleb. Ouais, cet homme, Bellamy. Il va venir pour cette heure, et quand il le fera, il va m'utiliser pour le faire. Il dira que le mariage n'est pas légal. Il dira que je ne suis pas apte. Il dira tout ce qu'il a besoin de dire pour vous rendre vulnérable. Je sais. Alors nous devons être prêts. Il l'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Qu'est-ce que vous avez en tête? J'ai besoin de voir chaque document que vous avez. Titre de propriété, droit sur l'eau, dossiers fiscaux, tout ce qui a un sceau dessus. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui cloche avec eux? Je pense que si Bellamy essaie depuis 3 ans et n'a pas encore obtenu votre terre, c'est qu'il cherche une faille. Je veux la trouver avant lui. Caleb a posé sa tasse. Les papiers sont dans un coffre sous le plancher. Chambre, coin nord-est. Vous me faites confiance avec ça? Vous avez traversé 6 États dans une robe en coton avec 4 dollars en poche pour épouser un homme que vous n'aviez jamais rencontré. Si ce n'est pas de la confiance, je ne sais pas ce que c'est. Nell a hoché la tête, après le café. Après le café, ils ont fini en silence. Mais cette fois, le silence avait le poids d'une poignée de main. Quelque chose avait été convenu. Pas de l'amour. Pas encore. Quelque chose de plus difficile à gagner et de plus facile à perdre. Un partenariat. Et au-dessus de Silver Ridge, où l'eau coulait froide, propre et libre, 2 personnes qui n'avaient plus rien à perdre ont commencé le travail silencieux et dangereux de construire quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Le coffre était plus lourd que Nell ne l'avait prévu. Elle l'a tiré de dessous le plancher où Caleb avait dit qu'il serait. Elle a brossé la poussière du couvercle et l'a posé sur la table. Le loquet était raide. Elle l'a ouvert avec son ongle et a étalé les papiers sur la surface en pain comme un chirurgien disposant ses instruments. Acte de propriété. Certificat de droit sur l'eau. Reçus fiscaux remontant à 11 ans. Une carte de relevé datée de 1879. Et tout en bas, une lettre manuscrite du Bureau territorial des terres à Denver, confirmant Caleb Mercer comme seul détenteur légal de la source du Haut-Bassin et de tout écoulement affluent vers le fond de la vallée. Nell a lu chaque mot 2 fois, puis elle les a lus une 3e fois. Caleb. Il était dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre, les bras croisés. Il l'observait depuis 20 minutes sans dire un mot. « Ouais, votre titre est propre. Les droits sur l'eau sont déposés et scellés. Les paiements d'impôts sont à jour jusqu'à la fin de cette année. » Elle a levé les yeux. Il n'y a rien de mal avec ces documents. Je vous l'avais dit. Vous me l'avez dit, mais maintenant je le sais. Elle a tapoté la carte de relevé. Ceci, cependant, est un problème. Il a traversé la pièce et s'est tenu derrière elle. Que voyez-vous? Votre limite de propriété court le long de la crête jusqu'à un cairn au col du nord-ouest. Mais ce relevé a été fait en 1879, il y a 7 ans. Si Bellamy a demandé un nouveau relevé, ce qu'il peut faire via le bureau de l'évaluateur du comté sans votre permission, il pourrait arguer que les marqueurs originaux ont bougé. Éboulement, érosion, dommages climatiques, ça ne tiendrait pas devant un vrai tribunal. Mais ici, le juge du comté est le vrai tribunal. Le juge Persing, a dit Caleb, un ami de Bellamy. Il joue aux cartes tous les jeudis. Nell a croisé les mains sur la table. Alors, nous ne combattons pas cela au tribunal. Nous le combattons en public. Caleb a tiré une chaise et s'est assis en face d'elle. Je vous écoute. Le pouvoir de Bellamy vient du fait que les gens croient qu'il est légitime. Le maire, l'autorité, l'homme qui dirige les choses.
Si nous pouvons montrer à la ville qu'ils volent, pas seulement vous, mais eux tous, son pouvoir s'effondre. Et comment comptez-vous montrer cela? J'ai besoin d'entrer dans le bureau des archives du comté. Caleb l'a fixé. Ce bureau est en ville, la ville de Bellamy. Je sais. Nell, je ne suis pas venu sur cette montagne pour me cacher, Caleb. Il s'est adossé à sa chaise, le bois a craqué sous son poids. Vous êtes ici depuis un jour. Et j'ai déjà trouvé plus dans ces papiers que vous en 3 ans. Pas parce que vous n'êtes pas intelligent, parce que vous vous battiez seul. Et un homme qui se bat seul ne peut pas surveiller tous les angles. Il est resté silencieux longtemps. Puis il s'est levé, il a marché jusqu'à la fenêtre et a regardé le vide. Mercredi, a-t-il dit, jour de ravitaillement. Je vais en ville pour le grain et le sel. Vous venez avec moi. Nous nous arrêtons au bureau des archives. Vous prenez ce dont vous avez besoin. Nous ne traînons pas. Mercredi, Nell a accepté. Et Nell, ouais, si Bellamy vous approche en ville et il le fera, vous ne vous engagez pas. Vous ne discutez pas. Vous ne lui donnez rien. J'ai eu affaire à des hommes comme Bellamy toute ma vie, Caleb. Je sais comment garder ma bouche fermée quand ça compte. Ce n'est pas votre bouche qui m'inquiète, c'est votre colonne vertébrale. Vous vous tenez trop droite pour une femme qui est censée être abattue. Il le remarquera. Nell a presque souri. Alors je me voudrais, ne vous avisez pas. Cette fois, elle a souri. Petit, rapide, parti avant de pouvoir s'installer. Mais il l'a vu. Mercredi est arrivé vite. Ils sont descendus de la montagne en chariot avant le lever du soleil. Nell portait sa deuxième robe, celle avec moins de pièces. Elle avait cousu l'ourlet la veille au soir et l'avait repassé avec un fer chauffé que Caleb avait déterré de derrière le poêle. « Vous avez l'air bien. » Et a-t-il dit quand elle est montée à côté de lui? « Je n'ai pas demandé. Je sais. Je vous le dis quand même. La descente a été silencieuse. Mais à 3 miles de la ville, Caleb a arrêté le chariot. « Qu'est-ce qu'il y a? » a demandé Nell. « Un cavalier. Un homme sur un cheval bay a contourné le virage au trot, badge d'adjoint sur la poitrine. Visage jeune, yeux durs. « Bonjour, monsieur. » L'adjoint s'est arrêté à côté du chariot. Ses yeux se sont déplacés vers Nell et y sont restés. « Madame, adjointe Welch. » Caleb a dit, « Vous êtes loin de la ville. Le shérif m'a envoyé là-haut. Il voulait que je vous fasse savoir qu'il y a eu des inquiétudes concernant votre ligne d'eau. Quelques éleveurs ont déposé des plaintes. Ils disent que le débit est plus bas que d'habitude cette saison. Le débit est le même que chaque été depuis 11 ans. Eh bien, ce n'est pas ce que disent les plaintes. Le shérif veut que vous veniez pour une réunion vendredi à midi. » La mâchoire de Caleb s'est serrée. « Vous dites au shérif que je serai là. » Welch a hoché la tête. Ses yeux ont dérivé vers Nell à nouveau. « Comment la vie maritale vous traite-t-elle, madame? »« Mieux que l'alternative, » a dit Nell. Welch a soutenu son regard un instant de trop. Puis il a soulevé son chapeau et est reparti vers la ville. Caleb a attendu que les bruits de sabots s'estompent. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Non, c'était un comptage. Un comptage? Il comptait combien de chevaux vous aviez, si vous étiez armé, et si j'étais avec vous. Bellamy l'a envoyé. Caleb l'a regardé. Vous êtes sûr de ça? Un adjoint fait 3 miles de montée avant le petit déjeuner pour livrer un message qu'il aurait pu envoyer avec n'importe quel cavalier de ravitaillement. Ce n'est pas du devoir, c'est de la surveillance. Caleb n'a rien dit. Il a pris les rênes et a fait claquer sa langue. Les chevaux ont bougé. Mais Nell a remarqué que sa main s'était rapprochée du revolver à sa hanche. Silver Ridge semblait différente au petit matin, plus calme, plus méchante. Les bâtiments étaient assis bas le long de la rue principale comme des animaux accroupis avant une attaque. Caleb a arrêté le chariot devant le magasin général et a mis le frein. « Je vais chercher les provisions. Vous allez au bureau des archives. Bout de la rue. Après le barbier. Porte bleue. Combien de temps j'ai? 20 minutes. Peut-être 30 si je parle lentement au comptoir. Je ferai vite. » Elle est descendue. Elle a lissé sa robe. Elle a marché sur le trottoir de bois, les mains sur les côtés et le menton droit. Elle sentait les regards. Chaque fenêtre, chaque porte. La femme du quai, celle au bonnet bleu, balayait son Porsche de l'autre côté de la rue. Elle a arrêté de balayer et a regardé Nell passer comme si elle regardait un cortège funèbre. Nell ne l'a pas regardé. Le bureau des archives avait une porte bleue, tout comme Caleb l'avait dit. Elle l'a poussée et est entrée.
Un homme mince avec des lunettes en fil de fer était assis derrière un bureau empilé de registres. Il a levé les yeux, surpris. Puis-je vous aider? Je voudrais voir les relevés de propriété du comté pour le district du Haut-Bassin, de 1879 à aujourd'hui. Il a cligné des yeux. Madame, ces dossiers sont... Eh bien, ils sont publics, mais personne ne les demande jamais. Je les demande. Il a hésité. Vous êtes la femme de Mercer? Je le suis. Oh, quelque chose a bougé derrière ses yeux. De la peur, ou peut-être de la culpabilité. Il s'est levé. Il a disparu dans une arrière-salle. Et il est revenu 2 minutes plus tard avec un registre relié en cuir et un dossier de feuilles de volante. Dossier de relevé. Dépôt. Demande de transfert. Il les a posés sur le comptoir. Vous pouvez regarder, mais vous ne pouvez rien sortir du bureau. Je n'ai pas besoin de les prendre. J'ai juste besoin de les lire. Nell a ouvert le registre et a commencé par la fin. Entrées les plus récentes en premier. Ses doigts descendaient les colonnes. Date, numéro de parcelle, partie déposante. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait en moins de 5 minutes. Une demande de relevé déposée il y a 4 mois. Numéro de parcelle correspondant à la propriété de Caleb, demandé par le bureau de l'évaluateur du comté, mais autorisé par une signature qu'elle reconnaissait des papiers du coffre. Horace Bellamy. Le maire avait demandé un nouveau relevé de la terre de Caleb, pas par les tribunaux, par l'évaluateur. Calme, administratif. Le genre de mouvement qui ne fait pas de bruit jusqu'à ce qu'il soit déjà fait. Mais ce n'était pas le pire. Sous la demande de relevé se trouvait une pétition de transfert, antidatée, déjà préparée, prête à être déposée au moment où le nouveau relevé reviendrait avec des limites ajustées. Bellamy n'essayait pas seulement de faire pression sur Caleb pour qu'il vende. Il essayait de prendre la terre purement et simplement. Les mains de Nell sont devenues froides. Elle a fermé le registre et a regardé le commis. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ce dossier? Le commis s'est dégluti. Madame, je ne pense pas que je devrais. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu? Non, madame. Le maire m'a dit de le garder scellé jusqu'à ce que l'équipe de géomètres ait terminé son travail. Quand l'équipe de géomètres était-elle prévue? Fin du mois, le 28 juillet. 25 jours. Nell s'est penché en avant. Quel est votre nom? Edmund. Edmund Hale. Edmund, savez-vous ce qui se passe si cette pétition de transfert panne? Il n'a pas répondu. Chaque éleveur de cette vallée dépend de cette eau. Si Bellamy prend la source, il contrôle le débit. Il peut facturer ce qu'il veut. Affamer quiconque ne paiera pas. Vous comprenez ça? Les mains d'Edmund tremblaient. Madame, je ne fais que classer les papiers. Je ne prends pas les décisions. Mais vous voyez les papiers, Edmund. Vous savez ce qu'il y a dedans. Et en ce moment, vous êtes la seule personne à part moi et le maire à savoir que ce transfert existe. Je ne peux pas. S'il découvre que je vous ai montré, il ne le découvrira pas. Pas encore. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quoi? Ne classez rien d'autre de ce qu'il vous donne. Pas avant que je revienne. Pouvez-vous faire ça? Edmund a regardé la porte. Il l'a regardé. Il a regardé ses mains. J'ai une famille, a-t-il chuchoté. 2 filles. Si Bellamy, Edmund. La voix de Nell était stable. Le genre de stabilité qui vient du fait d'avoir déjà tout perdu une fois. J'avais une famille aussi. Je les ai perdus à cause d'hommes qui pensaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient parce que personne ne regardait. Quelqu'un regarde maintenant. Il l'a fixé pendant un long moment, puis il a hoché la tête une fois, à peine visible. Je ne classerai rien. Merci. Nell s'est tournée et est sortie par la porte bleue. Elle n'a pas couru. Elle ne s'est pas précipitée. Elle est redescendue le long du trottoir au même rythme mesuré qu'à son arrivée. Mais son cœur martelait si fort qu'elle pouvait sentir le goût du cuivre sur sa langue. Elle était à 10 pas du chariot quand une voix l'a arrêtée. Madame Mercer, elle s'est tournée. Le maire Bellamy se tenait sur le trottoir devant le saloon. Il avait un cigare dans une main et un verre de quelque chose d'ambré dans l'autre, même s'il n'était pas encore 9 heures du matin. Belle journée, n'est-ce pas? C'est vrai, a dit Nell. Vous vous installez bien là-haut sur la montagne? Je vais bien, bien. Il a tiré une longue bouffée sur le cigare. Vous savez, je voulais m'excuser pour mes commentaires à la gare. C'était méchant de ma part. L'humour de petite ville ne passe pas bien. Pas besoin de s'excuser, monsieur le maire. J'ai déjà oublié. Vraiment? Il a souri. Le genre qui n'atteint pas les yeux. C'est gracieux. Très gracieux. Vous savez,
Une femme avec votre sang-froid pourrait bien réussir à Silver Ridge si elle avait les bons amis. J'apprécie la pensée. Je suis sérieux. Mercer est un homme solitaire. Il l'a toujours été. Vivre là-haut sur cette montagne, pas de voisins, pas de société, ça peut user une personne. Surtout une femme. Je ne m'use pas facilement. Le sourire de Bellamy s'est aminci. Tout le monde a un point de rupture, Madame Mercer. Même les montagnes. La voix de Caleb est venue de derrière elle. Elle est prête? Nell n'a pas bronché. Je suis prête. Caleb a marché jusqu'à elle. Il n'a pas regardé Bellamy. Il ne l'a pas reconnue. Il a juste pris le bras de Nell, la première fois qu'il la touchait depuis le quai, et il l'a accompagnée au chariot. Bellamy les a regardés partir. Son cigare s'était éteint, mais il ne l'a pas rallumé. L'adjoint Welch est apparu à son épaule. Elle était au bureau des archives. Bellamy n'a pas bougé. Combien de temps? 15 minutes. Qu'est-ce qu'elle a regardé? Hale n'a rien voulu dire. Alors fais-le parler. Mère, j'ai dit fais-le parler, Welch. Cette femme vient de sortir de mon bureau des archives avec l'air d'avoir trouvé de l'or dans la cave. Je veux savoir ce qu'elle a vu. Welch a hoché la tête et a traversé la rue. Bellamy est resté seul sur le trottoir. La fumée du cigare dérivait dans le matin du Colorado. Et pour la première fois en 3 ans, quelque chose a changé derrière ses yeux. Le doute. Il s'était attendu à ce que la mariée en haillons soit une distraction. Une faiblesse. Quelque chose à utiliser contre le cow-boy des montagnes. Il ne s'était pas attendu à ce qu'elle riposte. La montée de la montagne a été silencieuse pendant le premier mile. Puis Caleb a arrêté le chariot dans un bosquet de trembles. « Parlez », a-t-il dit. Nell lui a tout dit. La demande de relevé, la pétition de transfert, les papiers antidatés, le calendrier. 25 jours. Caleb a écouté sans interrompre. Quand elle a fini, il est resté immobile longtemps, ses mains lâches sur les rênes. Il planifie ça depuis des mois, a dit Caleb. Plus longtemps. La paperasse est méticuleuse. Il a eu quelqu'un pour préparer ça. Quelqu'un qui connaît le droit foncier. Le juge, probablement. Mais ça n'a pas d'importance pour l'instant. Ce qui compte, c'est l'équipe de géomètres. S'ils viennent d'ici le 28 et ajustent vos limites, Bellamy dépose le transfert le jour même. Vous perdez la source, vous perdez la terre, et chaque éleveur de cette vallée perd son dos. Qu'est-ce qu'on fait? Nell y pensait depuis qu'elle était sortie du bureau des archives. Elle retournait ça dans son esprit comme une pierre dans sa main. Cherchant le bord tranchant. On n'arrête pas le relever. On le laisse faire. Caleb l'a regardée comme si elle avait perdu la tête. Vous voulez que je les laisse redessiner mes limites de propriété? Ou je veux qu'ils essayent, parce que quand ils le feront, ils devront déposer leurs conclusions auprès du comté. Et quand ils déposent, ça devient un dossier public. En ce moment, tout ce que Bellamy a fait est enterré dans des dossiers scellés. Personne ne sait. Mais au moment où ce relevé devient public, chaque éleveur de cette vallée verra ce qu'il fait. Et alors nous nous assurons qu'ils comprennent ce que ça signifie. Pas seulement pour vous, pour eux tous. Bellamy prend votre eau. Il prend leur avenir. Nous transformons ça de votre combat dans le combat de tout le monde. Caleb était silencieux. Les trembles tremblaient autour d'eux. Mais Nell ne l'a pas remarqué. C'est un pari, a-t-il dit. Tout est un pari. Mais pour l'instant, Bellamy pense qu'il opère dans le noir. Il ne sait pas que j'ai vu ses papiers. Il ne sait pas que nous sommes prêts. C'est notre avantage. Au moment où nous dévoilons notre jeu trop tôt, il enterrera les preuves et recommencera. Nous avons besoin qu'il s'engage. Nous avons besoin qu'il aille jusqu'au bord avant de le pousser. Caleb l'a regardé, vraiment regardé, de la façon dont il l'avait regardé sur le quai. Pas de la robe, pas la poussière, mais quelque chose en dessous. Où avez-vous appris à penser comme ça, a-t-il demandé. Usine textile de Saint-Louis. 3 ans à regarder des hommes riches voler des femmes qui ne pouvaient pas riposter. Je ne pouvais pas tout arrêter. Mais j'ai appris comment ça marche, et j'ai appris où ça casse. Il a ramassé les rênes, 25 jours, alors nous ferions mieux d'utiliser chacun d'eux. Il a fait claquer sa langue, les chevaux ont bougé, le chariot a monté, mais quelque chose avait changé entre eux. Pas de la romance, pas de l'affection. Quelque chose de plus fondamental que ça. Elle avait un plan, il avait la terre. Ensemble, ils avaient quelque chose sur quoi Bellamy n'avait pas compté. Un partenariat forgé sous la pression. Le genre qui ne plie pas. Ce soir-là, Nell s'est assise à la table avec les papiers du coffre étalés devant elle,
et le journal ouvert à côté. Elle écrivait des noms, des dates, des connexions, une carte du réseau de Bellamy dessinée de sa main soigneuse. Caleb est rentré après avoir vérifié les chevaux. Il a jeté un coup d'œil à la table. Vous avez mangé? Pas encore. Il est allé au poêle, a chauffé des haricots, a coupé du pain, a posé une assiette devant elle sans un mot. Elle a mangé d'une main et écrit de l'autre. Maintenant? Ouais. C'est quand la dernière fois que vous avez dormi? Je dormirai quand la carte sera finie. Il s'est assis en face d'elle. Vous ne me servez à rien épuisé. Elle a levé les yeux. Je ne vous sers à rien du tout si Bellamy prend cette terre dans 24 jours. 24 jours, c'est long. Une nuit de sommeil ne nous tuera pas. Elle a posé le stylo. Il avait raison et elle le savait. Mais l'admettre ressemblait à une reddition. 1 heure, a-t-elle dit. 3, 2, Nell, d'accord, 3. Elle a fermé le journal, s'est levée, a marché vers la porte de la chambre. Caleb, ouais, ce commis, Edmund Hale, Bellamy va s'en prendre à lui, je sais. Nous devons le protéger. Je sais ça aussi. Comment? Caleb s'est adossé à sa chaise. J'irai en ville demain. Parler à Hale, m'assurer qu'il sait qu'il n'est pas seul là-dedans. Et si Bellamy l'a déjà atteint, alors nous trouverons un autre moyen. Nell a agrippé le cadre de la porte. Il n'y a pas d'autre moyen. Hale est notre témoin. Sans lui, c'est notre parole contre celle du maire. Et ici, la parole du maire fait loi. Pas pour longtemps, a dit Caleb doucement. Pas si vous avez raison à ce sujet. Elle a soutenu son regard. J'ai raison. Je vous crois. 3 mots. Simples. Direct. Mais ils ont atterri sur Nell comme une couverture jetée sur un feu. Pas étouffant. Stabilisant. Elle a hoché la tête et a fermé la porte de la chambre derrière elle. Elle s'est allongée sur le lit tout habillée, bottes encore aux pieds, et elle a fixé le plafond. 24 jours. Un maire corrompu. Un relevé truqué. Un commis terrifié. Un cow-boy des montagnes qui avait passé 3 ans à se battre seul et qui apprenait tout juste ce que signifiait avoir quelqu'un à ses côtés. Elle a fermé les yeux. Le sommeil est venu dur et rapide. De la façon dont il ne vient qu'aux gens qui courent depuis si longtemps qu'ils ont oublié qu'ils étaient fatigués. À 2 heures du matin, un bruit l'a réveillée. Des bruits de sabots montant la route de la crête. Vite. Elle était debout avant que ses yeux ne soient complètement ouverts. Elle a attrapé la lanterne et est allée dans la pièce principale. Caleb était déjà à la fenêtre, fusil en main. Restez en arrière, a-t-il dit. C'est qui? Je ne sais pas. Un cavalier bougeant vite. Les brides de sabots se sont arrêtés devant la cabane. Un cheval soufflait fort, puis un poing a martelé la porte. Mercer, ouvrez. C'est Hale. Caleb a regardé Nell. Elle a hoché la tête. Il a ouvert la porte. Edmund Hale se tenait sur le poche, trempé de sueur, ses lunettes fissurées d'un côté, sa chemise était déchirée au col, sa lèvre saignait. Ils sont venus chez moi, a-t-il dit. Sa voix tremblait. Welch et 2 hommes que je n'ai pas reconnus. Ils m'ont dit que si je parlais à qui que ce soit des dossiers, ils brûleraient ma maison avec mes filles à l'intérieur. Le sang de Nell s'est glacé. Entrez, a dit Caleb. Edmund a trébuché à travers la porte. Caleb a vérifié l'obscurité derrière lui. Puis il a fermé et barré la porte. Asseyez-vous, a dit Nell. Elle a attrapé un chiffon, l'a mouillé et l'a pressé contre la lèvre fendue d'Edmund. Dites-nous tout. Ils sont venus après minuit. Welch avait une torche. Il a dit que le maire savait que j'avais montré les papiers du relevé à quelqu'un. Il a dit que si je ne gardais pas ma bouche fermée, ma famille le paierait. Où sont vos filles? A demandé Caleb. Avec ma sœur, de l'autre côté de la ville. Je les ai envoyées là-bas cet après-midi après que votre femme est venue au bureau. J'avais le sentiment que quelque chose arrivait. Nell et Caleb ont échangé un regard. Edmund, a dit Nell, est-ce que Welch a dit autre chose? Quelque chose de spécifique sur le relevé ou le transfert? Il a dit que l'équipe de géomètres vient plus tôt. Pas le 28, le 18, dans 10 jours. La pièce est devenue immobile. 10 jours. Bellamy avait avancé le calendrier. Il savait que quelqu'un avait vu les papiers et il n'attendait plus. Caleb a posé le fusil contre le mur et s'est tourné vers Nell. Son visage était de pierre taillée, mais ses yeux brûlaient. 10 jours, a-t-il dit. L'esprit de Nell bougeait déjà, remodelant déjà le plan, coupant les parties qui nécessitaient du temps qu'ils n'avaient plus. Alors nous bougeons plus vite, a-t-elle dit. Nous n'attendons pas que le relevé devienne public. Nous allons voir les éleveurs nous-mêmes.
Demain, chacun d'entre eux. Ils ne m'écouteront pas, a dit Caleb. La moitié d'entre eux pensent que je thésaurise l'eau déjà. Bellamy leur dit ça depuis des années. Ils ne vous écouteront pas, mais ils écouteront les chiffres. Et ils écouteront un homme qui est prêt à partager ce que Bellamy veut voler. Elle s'est tournée vers Edmund. Pouvez-vous écrire une déclaration sous serment? Tout ce que vous avez vu dans ces dossiers, tout ce que Welch a dit ce soir, les mains d'Edmund tremblaient, mais il a regardé Nell, et quelque chose dans sa stabilité a atteint sa peur et l'a tenu immobile. Je peux l'écrire, a-t-il dit. Alors écrivez-le maintenant, ce soir. Avant que le soleil ne se lève et que Bellamy découvre que vous êtes ici, Caleb a tiré une chaise à la table. Nell a posé du papier et de l'encre devant Edmund. Et dans cette cabane sur la crête, dans les heures mortes entre minuit et l'aube, 3 personnes qui avaient toutes les raisons d'avoir peur ont commencé à construire la seule arme qui ait jamais fait tomber un homme puissant. La vérité, écrite de la main tremblante d'un commis, témoignée par une couturière qui savait lire un contrat, et gardée par un cow-boy des montagnes qui avait enfin cessé de se battre seul. Edmund a fini la déclaration sous serment à 4 heures du matin. Son écriture s'était stabilisée en écrivant, chaque ligne plus nette que la précédente, comme si l'acte de mettre la vérité sur papier avait donné à sa colonne vertébrale quelque chose sur quoi s'appuyer. Nell l'a lu 2 fois, chaque détail y était, les dossiers scellés, la pétition de transfert antidatée, la signature de Bellamy, le relevé avancé au 18, la menace de minuit de Welch, la torche, les mots sur ses filles. C'est suffisant, a dit Nell. Suffisant pour quoi? A demandé Edmund. Suffisant pour faire écouter les gens. Caleb se tenait près de la porte. Fusil toujours à portée de main, il ne s'était pas assis depuis l'arrivée d'Edmund. Nous avons 9 jours maintenant. Moins si Bellamy découvre que Hale est ici. Il ne le découvrira pas si Edmund redescend avant le lever du soleil. Le visage d'Edmund est devenu blanc. Redescendre après quoi? Si vous disparaissez, Bellamy sait que vous avez tourné. Il détruira tout ce qui reste dans ce bureau avant que nous puissions l'utiliser. Vous redescendez. Vous ouvrez le bureau comme d'habitude. Vous classez les papiers comme d'habitude. Et vous n'avez pas l'air effrayé. J'ai peur. Je sais. Faites-le quand même. Caleb a traversé la pièce et a mis sa main sur l'épaule d'Edmund. Je descendrai avec vous. Je m'assurerai que vous rentrez chez vous sans encombre. Si Welch surveille votre maison, je le saurai. Edmund a regardé entre eux. Une couturière et un cow-boy, lui demandant de retourner dans la gueule de la chose qui venait d'essayer de l'avaler tout entier. Il s'est levé, a plié ses lunettes, les a mises dans sa poche. « Mes filles, a-t-il dit, s'il m'arrive quelque chose, vous vous assurez qu'on s'occupe d'elles. Il ne vous arrivera rien, a dit Nell. Promettez-le-moi. » Nell a soutenu son regard. « Je le promets. » Edmund a hoché la tête et a marché vers la porte. Caleb a suivi, s'arrêtant assez longtemps pour regarder Nell en arrière. « Verrouillez la barre derrière moi. N'ouvrez pour personne que vous ne connaissez pas. Je sais. Je suis sérieux. Nell. Je sais. Caleb. Allez. » Il est parti. Elle a barré la porte, a écouté 2 chevaux descendre la route de la crête jusqu'à ce que le son s'estompe dans l'obscurité d'avant l'aube. Puis elle s'est assise à la table, a ouvert son journal et a commencé à faire une liste, chaque éleveur de la vallée, chaque nom qu'elle avait entendu Caleb mentionner, chaque famille qui dépendait de cette eau. Elle avait 9 jours pour transformer une vallée pleine d'étrangers en une armée. Caleb est revenu en milieu de matinée. Son visage lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir avant qu'il ne dise un mot. Hale est chez lui. Welch ne surveillait pas la maison. Ses filles sont de retour avec lui. Bien. Mais j'ai vu autre chose. Bellamy a des hommes campés à la fourche sud. 4 d'entre eux. Ils ont déjà du matériel de géomètre. Ils ne font pas encore de relevé. Ils attendent. Mais leur position est entre la route de la crête et la vallée principale. Quiconque monte pour me voir doit passer par eux. Nell a fermé son journal. Alors nous ne faisons pas monter les gens. Nous descendons ensemble. Non, séparément. Vous allez voir les éleveurs en qui vous avez confiance. Je vais voir ceux en qui vous n'avez pas confiance. C'est dangereux. Tout à propos de ça est dangereux. Mais Bellamy vous surveille. Il ne me surveille pas. Pour autant qu'il sache, je suis juste une mariée en haillons qui sait à peine cuisiner. Laissez-le continuer à penser ça. Caleb a enlevé son chapeau et a passé sa main dans ses cheveux.
Quels éleveurs! Ceux qui se plaignent de l'eau, ceux à qui Bellamy chuchote, si je peux leur montrer ce qui se passe vraiment. Oh, que Bellamy n'essaie pas de libérer l'eau, qu'il essaie de la posséder. Ils tourneront, ou ils diront à Bellamy que vous êtes venu poser des questions. Certains pourraient, mais la plupart ne le feront pas. Pas quand ils verront ce qui est en jeu. Comment le savez-vous? Nell s'est levée. Parce que j'ai été la personne à qui quelqu'un est venu avec la vérité. Et je sais ce que ça fait de réaliser que l'homme en qui vous aviez confiance vous volait d'aveuglément. Ça vous met en colère. Et les gens en colère ne protègent pas le voleur. Caleb l'a fixé. Puis il a remis son chapeau. Prenez la jument baie. Elle est stable sur les routes de la vallée. Et prenez ça. Il a sorti un petit pistolet de l'armoire et l'a posé sur la table. Vous savez vous en servir? Pointez et tirez. Il y a plus que ça. Alors apprenez-moi en descendant. Il lui a appris en 10 minutes au début du sentier. Comment le tenir? Comment se caler? Comment viser le centre et presser, pas tirer? Elle a tiré 2 fois dans un pin mort et l'a touché les 2 fois. Ça ira, a-t-il dit. Ils se sont séparés à la fourche. Caleb a chevauché vers le nord, vers le ranch Garrett et l'exploitation Dawson. Nell a chevauché vers le sud, vers les plus petites exploitations. Les familles grattant leur vie sur des pâturages secs. Ceux qui avaient le plus besoin de l'eau et le moins de pouvoir pour se battre pour elle. Le premier ranch qu'elle a atteint était celui des Purcell. Et qu'une femme nommée Ada Purcell a ouvert la porte avec un bébé sur la hanche et la suspicion gravée dans chaque ligne de son visage. « Je sais qui vous êtes, a dit Ida. Vous êtes la commande par correspondance de Mercer. Je le suis. Et j'ai besoin de 10 minutes de votre temps. Je n'ai rien à dire aux gens de Mercer. Il étouffe notre eau depuis 2 ans. Non, il ne le fait pas. Et je peux le prouver. Ida l'a fixé. Le bébé s'agitait. Ida l'a bercé sur sa hanche sans rompre le contact visuel. 10 minutes, aided Ida. Ensuite, vous partez. Nell s'est assise à la table de cuisine d'Ida et a tout exposé. Pas le plan complet. Pas la déclaration sous serment. Juste les faits. Bellamy a demandé un nouveau relevé. Bellamy a préparé une pétition de transfert. Si ça passe, Bellamy possède la source. Pas la ville. Pas les éleveurs. Bellamy. Il nous a dit que Mercer était celui qui tenait l'eau en otage. Ida a dit. Les droits sur l'eau de Mercer sont déposés proprement. Il n'a jamais facturé un centime pour l'écoulement en aval. Mais si Bellamy prend cette source, pensez-vous qu'il sera aussi généreux? Le visage d'Ida a changé. Pas tout d'un coup. Par couche. Comme regarder la glace craquer sur un étang, lent au début. Puis soudain. Ce fils de... a chuchoté Ida. J'ai besoin que vous parliez à vos voisins, les Harper, les Cooper, n'importe qui dans la vallée sud. Dites-leur ce que je vous ai dit. Et dites-leur qu'il y a une réunion dans 7 jours à l'église dimanche matin. L'église. Bellamy va à cette église. Je sais, c'est pour ça que nous nous réunissons là-bas. Ida l'a regardé pendant un long moment. Puis elle a changé le bébé de hanche et a dit « Vous avez plus de cran que n'importe quelle femme que j'ai rencontrée. Et je m'inclus là-dedans. Je n'ai rien à perdre, Ida. Ça rend les choses faciles. » Au coucher du soleil, Nell avait visité 4 ranchs. 3 l'ont cru. Un homme nommé Roscoe Tate a écouté poliment, puis lui a dit de quitter sa terre. Bellamy a été bon pour cette vallée. Et dit Tate, je ne me retourne pas contre le maire parce qu'une étrangère dans une robe rapiécée le dit. Nell n'a pas discuté. Elle laisse remonter sur la jument baie et est partie. Mais elle a mémorisé le visage de Tate. Parce qu'un homme qui défend les puissants aussi vite a quelque chose à protéger ou quelque chose à cacher. Elle a parlé de Tate à Caleb ce soir-là au dîner. Roscoe Tate, a dit Caleb, il fait paître du bétail sur des terres publiques depuis 3 ans sans payer de frais. Bellamy regarde ailleurs. Donc il est acheté et payé. Alors nous travaillons autour de lui. Comment s'est passé le vôtre? Garrett est partant. Il déteste Bellamy depuis l'évaluation fiscale d'il y a 2 ans. Dawson est prudent mais prêt à écouter. Sa femme est celle qui a pris la décision. Elle lui a dit que si l'eau part, leurs enfants auront faim. Bien. Ça fait 5 familles de notre côté. Nous en avons besoin de 10. Nous avons 7 jours. Alors nous chevauchons encore demain. Ils ont chevauché tous les jours pendant 5 jours. Séparément. Différents itinéraires, différents ranchs. Nell gérait les sceptiques. Caleb gérait ceux qui avaient besoin de voir de la force. Le vendredi, ils avaient 12 familles.
Le samedi, ils en avaient 15. Mais le samedi soir, tout a changé. Nell remontait la route de la crête quand elle a vu de la fumée. Pas de la fumée de feu de camp, pas de la fumée de broussailles. Une fumée noire et huileuse roulant depuis la direction du corral de Caleb. Elle a lancé la jument au galop. Au moment où elle a atteint la cabane, la grange à foin était complètement engloutie. Caleb traînait les Mustangs hors du corral, les attachant à la ligne de clôture éloignée pour les empêcher de foncer dans le feu. Sa chemise était brûlée, ses mains étaient couvertes d'ampoules. Que s'est-il passé? A crié Nell par-dessus le rugissement. Huile de charbon. Quelqu'un a arrosé le mur de la grange pendant que j'étais dans la cabane. L'a allumé et a couru. Avez-vous vu qui? Pas besoin. J'ai trouvé ça cloué au porche. Il a sorti un morceau de papier de sa poche arrière et le lui a tendu. 3 mots griffonnés au charbon. Signe ou brûle. La main de Nell a tremblé. Pas de peur, de fureur. Il veut que vous réagissiez, a-t-elle dit. Il veut que vous descendiez en ville avec un fusil et lui donniez une raison de vous arrêter. Je sais ce qu'il veut. Caleb, regardez-moi. Il s'est tourné. Son visage était noir de suie, ses yeux rouges de fumée. Et en dessous de tout ça, la rage. Le genre qui vit dans la moelle d'un homme et ne sort que lorsque quelque chose qu'il a construit est en feu. Ne lui donnez pas ce qu'il veut, a dit Nell. Pas ce soir, pas jamais. Il a brûlé ma grange, Nell, et nous allons brûler son empire. Mais pas avec un fusil. Avec la vérité, devant tout le monde dans 2 jours. Caleb se tenait là, respirant fort, poings serrés, fixant les flammes dévorant sa grange. Chaque instinct de son corps lui disait de sceller et de descendre cette montagne avec un fusil sur les genoux. Mais il a regardé Nell, debout devant lui avec de la suie sur sa robe et le feu reflété dans ses yeux. Ne reculant pas, ne paniquant pas, tenant la ligne. 2 jours, a-t-il dit entre ses dents. 2 jours. Il a desserré ses poings lentement, un doigt à la fois. Alors nous ferions mieux de nous assurer que ça marche. Ils ont passé cette nuit et tout le dimanche à se préparer. Nell a copié la déclaration sous serment d'Edmund à la main. 3 duplicatas, chacun stocké dans un endroit différent. Un dans la cabane, un enterré dans une pochette en toile cirée derrière le corral. Un donné à Ida Purcell avec instruction de le livrer au Marshal Territorial à Denver s'il arrivait quelque chose à l'un d'eux. Caleb est sorti avant l'aube le dimanche et a vérifié chaque approche de l'église. Il a cartographié où les hommes de Bellamy étaient stationnés. Il a compté les chevaux. Il a noté les armes. 4 hommes à la fourche sud, a-t-il dit à Nell à son retour. 2 autres devant le saloon. Et Welch fait des allers-retours entre la maison du maire et le bureau du shérif toutes les heures. Il est nerveux. Il devrait l'être. Le shérif est-il du côté de Bellamy? Caleb a fait une pause. Le shérif Greer est du côté de celui qui gagne en ce moment. C'est Bellamy. Mais si le sol bouge, Greer bougera avec. Alors nous devons faire bouger le sol. Dimanche matin, 9 heures. Nell met sa meilleure robe, celle qu'elle avait raccommodée 3 fois. Elle a brossé ses cheveux et les a attachés. Elle a glissé la déclaration sous serment d'Edmund dans son corsage avec une copie de la demande de relevé de Bellamy qu'Edmund lui avait glissée lors d'une visite au marché 2 jours plus tôt. Caleb a bouclé sa ceinture de pistolet et a mis une chemise propre. Ils se sont regardés à travers la cabane. « Vous êtes prête? » a-t-il demandé. « Non, mais j'y vais quand même. C'est à ça que ressemble être prêt. » Ils sont descendus à Silver Ridge ensemble. Puis, côte à côte, la même route, la même poussière, mais des personnes différentes de celles qui l'avaient parcourue il y a 10 jours. L'église était pleine, chaque banc bondé, 15 familles d'éleveurs, leurs femmes, leurs enfants aînés. Edmund Hale était assis au dernier rang, pâle mais présent. Ida Purcell était assise devant avec son bébé et un regard sur son visage qui pourrait couper du verre. Et dans l'allée centrale, se tenant comme s'il possédait le bâtiment, ce qui d'une certaine manière était le cas, le maire Horace Bellamy. Il a vu Nell et Caleb entrer, et son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux les ont suivis comme un serpent à sonnette suit d'un talon de botte. « Eh bien, a dit Bellamy assez fort pour toute l'Église, Mercé et sa mariée. Je ne m'attendais pas à vous voir au service du dimanche. Tu n'es pas exactement le genre à aller à l'Église, Caleb. Je ne suis pas ici pour l'Église, a dit Caleb. La salle est devenue silencieuse. Bellamy a croisé les bras. Alors pourquoi es-tu là? Nell s'est avancée,
passant devant Caleb, passant devant la première rangée de bancs. Elle s'est arrêtée à 5 pieds de Bellamy et l'a regardé droit dans les yeux. « Je suis ici pour parler d'eau », a-t-elle dit. Un murmure a parcouru l'église. Bellamy a ri. Court, contrôlé. L'eau, madame, c'est une maison de culte, pas une mairie. Alors vénérons la vérité. Nell s'est tournée pour faire face à la congrégation. Je m'appelle Eleanor Mercer. La plupart d'entre vous me connaissent comme la mariée en haillons qui est descendue du train il y a 10 jours. Certains d'entre vous ont ri. Je ne vous en veux pas. Je ne ressemblais à rien. Mais je me tiens ici aujourd'hui parce que j'ai trouvé quelque chose au bureau des archives du comté que chaque personne dans cette vallée a besoin d'entendre. Le sourire de Bellamy a disparu. Madame Mercer, je ne pense pas que ce soit le moment ou l'endroit. Il y a 4 mois, a continué Nell, pousse sa voix coupant la sienne comme un couteau à travers une corde. Le maire Bellamy a déposé une demande de nouveau relevée sur la propriété de mon mari. Pas par les tribunaux, par l'évaluateur du comté, discrètement, sans avis public. Attachée à cette demande se trouvait une pétition de transfert antidatée qui donnerait au maire Bellamy la propriété exclusive de la source du Haut-Bassin. Silence. Silence absolu. Puis Tom Garrett s'est levé au 3e rang. Est-ce vrai? Bellamy. Bellamy a levé les mains. Attendez un peu. C'est une affaire administrative privée. Cette femme n'a aucune autorité pour... J'ai les documents. Nell a sorti les papiers de son corsage et les a tenus en l'air. Demande de relevé. Pétition de transfert. Signée par le maire Bellamy. Déposée et scellée sans avis public. Et datée de 4 mois avant que quiconque dans cette vallée ne sache que ça existait. Le murmure est devenu un rugissement. Ida Purcell s'est levée. S'il prend cette source, il contrôle chaque goutte d'eau dans cette vallée. Chacun de nous meurt. Ce n'est pas ce qui se passe ici, a crié Bellamy. C'est un processus administratif légal. La source est une ressource publique qui devrait être gérée par la ville. Gérée par toi, a dit Caleb depuis l'embrasure de la porte. C'est ce que tu veux dire. Pas la ville. Toi, Mercer, tu squattes cette eau depuis 11 ans. Je l'ai protégée gratuitement. Chaque éleveur dans cette salle a eu de l'eau de cette source sans payer un centime. Tu veux changer ça? Bellamy s'est tourné vers la congrégation. Ne laissez pas cet étranger et sa mariée par correspondance vous manipuler. Mercer thésaurise les ressources pendant que le reste d'entre vous gratte pour survivre. J'essaie de créer un système équitable. Alors pourquoi l'avez-vous fait en secret? A demandé Nell. La salle est devenue immobile comme la mort. Si c'était équitable, a dit Nell. Pourquoi était-ce scellé? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'audience publique? Pourquoi votre adjoint a-t-il menacé les enfants d'Edmund Hale quand il a découvert que quelqu'un avait vu les dossiers? Chaque tête dans l'église s'est tournée vers Edmund. Edmund s'est levé, ses mains tremblaient, mais sa voix était claire. Elle dit la vérité. L'adjoint Welch est venu chez moi à minuit avec une torche et m'a dit que si je parlais, il brûlerait ma maison avec mes filles à l'intérieur. L'église a éclaté. Des hommes étaient debout, des femmes criaient. Tom Garrett pointait Bellamy du doigt et le traitait de voleur. Ida Purcell tenait son bébé d'un bras et secouait son poing de l'autre. Bellamy a reculé vers la porte. C'est de la calomnie. Chaque mot. Je vous traînerai tous au tribunal. Tu nous traîneras au tribunal? La femme de Jack Dawson s'est levée et sa voix a réduit la salle au silence. Tu as menacé les enfants d'un homme, Horus, pour des droits sur l'eau. Mon mari t'a été loyal pendant 5 ans, et pendant tout ce temps, tu prévoyais de voler la seule chose qui garde notre bétail en vie. Bellamy s'est tourné vers Welch, qui se tenait près du mur du fond. Va chercher le shérif, maintenant. Welch n'a pas bougé. Welch, je ne bouge pas, mère. Le visage de Welch était gris. Je ne brûle plus de maison et je ne menace plus de famille. Bellamy l'a fixé. Puis il a regardé autour de l'église. Chaque visage hostile, chaque allié parti. Le shérif Greer est apparu dans l'embrasure de la porte. Il se tenait dehors, écoutant. Son badge a accroché la lumière de la fenêtre. « Horus, a dit Greer doucement, je pense que tu ferais mieux de venir avec moi. Sur quelle accusation? » Fraude, intimidation, abus de pouvoir. Greer a fait une pause. Ça suffira pour l'instant. Je m'attends à ce que le marshal territorial en ait plus quand il arrivera. Tu ne peux pas faire ça. Je suis le maire de cette ville. Tu étais le maire, a dit Caleb. Bellamy a regardé Caleb, puis Nell.
Son visage était une ruine. Rage et incrédulité s'effritant en quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Vous, a-t-il dit à Nell, vous avez fait ça. Une femme dans une robe rapiécée avec 4 $ à son nom. Vous pensez avoir gagné? Nell n'a pas bronché. Je pense que la vérité a gagné, monsieur le maire. Je l'ai juste porté. Greer s'est avancé, a pris Bellamy par le bras et l'a fait sortir de l'église. La congrégation l'a regardé partir. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. Puis Ida Purcell a rompu le silence. Eh bien, a-t-elle dit en faisant sauter son bébé sur sa hanche. J'imagine que Silver Ridge a besoin d'un nouveau maire. Tom Garrett s'est tourné vers Caleb. Et pour l'eau, Caleb a marché jusqu'à l'avant de l'église et s'est tenu à côté de Nell. Pas devant elle, à côté d'elle. L'eau reste gratuite, a-t-il dit, comme elle l'a toujours été. Mais je veux le faire bien cette fois. Contrat d'utilisation équitable. Rotation égale. Registre transparent. Pour que tout le monde puisse voir ce qui coule et où. Qui va gérer ça? A demandé Dawson. Caleb a regardé Nell. Nell a regardé la salle pleine de visages qui avaient ri d'elle il y a 10 jours. Les mêmes visages qui la regardaient maintenant avec quelque chose qu'elle n'avait pas senti diriger vers elle depuis des années. Du respect, je vais gérer ça, a-t-elle dit, si vous me laissez faire. Personne ne s'est opposé. Très bien, Edmund Hale a levé la main du dernier rang. J'aiderai avec les dossiers. Je connais le système de classement mieux que quiconque, et je m'assurerai que les familles de la Vallée Sud sont représentées, a dit Ida. Nous avons été ignorés assez longtemps. Un par un, ils ont parlé. Garrett, Dawson, Cooper, Harper. Des familles qui avaient été divisées par les mensonges de Bellamy. Se levant dans une église un dimanche matin et choisissant de reconstruire. Caleb se tenait à côté de Nell et ne disait rien. Il n'en avait pas besoin. Elle avait fait ce qu'il ne pouvait pas. Pas parce qu'il était faible, parce qu'il avait été seul. Et certains combats ne peuvent être gagnés que par la personne que personne ne voit venir. Ils sont sortis de l'église ensemble dans la dure lumière du soleil du Colorado. La rue était bondée, les gens parlaient, argumentaient, planifiaient, l'énergie d'une ville qui s'ouvre et laisse entrer la lumière. Caleb s'est arrêté au chariot. Il a regardé Nell. Vous savez que ce que Bellamy a dit était vrai sur un point? Lequel? Vous avez fait ça. Une femme dans une robe rapiécée avec 4 $. 3. J'en ai dépensé un pour l'affranchissement à Kansas City. Il a failli rire, s'est retenu, puis a laissé aller. Il a ri. Court, rugueux, comme un homme se souvenant comment faire après des années d'oubli. Nell l'a regardé rire et a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas le but qu'elle avait trouvé lors de la montée de la montagne. Quelque chose de plus chaud. Quelque chose de plus dangereux. Elle s'est détournée avant que ça ne se voie sur son visage. Nous devrions rentrer, a-t-elle dit. Il y a du travail à faire. Il y a toujours du travail à faire. Alors faisons-le. Il l'a aidée à monter dans le chariot. Elle a pris sa main sans hésiter. Sa poigne était rugueuse, cailleuse, stable, comme le premier jour. Mais cette fois, Papa l'a tenu un peu plus longtemps. Bellamy était parti, mais son ombre ne l'était pas. Nell a compris cela le matin après l'église. Elle était assise à la table avec un contrat d'eau étalé devant elle quand Caleb est rentré du choral et a posé un papier plié sur la table sans un mot. Elle l'a ouvert. Une lettre du juge Persing livrée en main propre au poteau de la barrière quelque temps avant l'aube. 2 phrases. Les charges contre le maire Bellamy sont en cours de révision judiciaire. Tous les dépôts de propriété restent actifs en attendant la résolution. Nell l'a lu 3 fois. Il n'a pas fini, a-t-elle dit. Persing et Bellamy dirigent cette vallée ensemble depuis des années. Vous ne pensiez pas qu'un dimanche matin allait y mettre fin? Non. Mais je pensais que nous aurions plus de temps. De combien de temps avons-nous besoin? Nell a reculé de la table. Les dépôts sont toujours actifs, Caleb. Ça signifie que la pétition de transfert est toujours vivante. Oh, Bellamy est dans une cellule de prison. Mais tant que Persing est sur le banc, il peut autoriser le transfert depuis derrière les barreaux. Peut-il faire ça? Il peut si le juge le laisse faire. Et ce juge le fera. Caleb s'est assis en face d'elle. Alors nous nous en prenons au juge. Nous ne pouvons pas. Pas directement. Persing n'a enfreint aucune loi que nous puissions prouver. Il a tout joué proprement sur papier. La connexion entre lui et Bellamy est personnelle, pas légale. Les parties de cartes du jeudi soir ne comptent pas comme conspiration. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nell a pris la lettre et l'a retournée dans ses mains. Nous passons au-dessus de lui.
Cette lettre dit révision judiciaire. Ça signifie juridiction territoriale. Si nous pouvons faire intervenir le marshal territorial avant que Persing ne statue sur les dépôts, toute l'affaire est retirée du tribunal de comté et passe sous l'autorité territoriale. Le marshal est à Denver. C'est 3 jours de cheval, 2 si vous poussez. Caleb s'est adossé. Vous voulez que je chevauche jusqu'à Denver? Je veux que vous chevauchiez jusqu'à Denver avec la déclaration sous serment d'Edmund, une copie des dépôts et une pétition signée par chaque éleveur de cette vallée. Si le marshal territorial voit qu'une communauté entière est volée par un juge de comté travaillant avec un maire corrompu, il agira. Il le doit. C'est une année électorale. Et pendant que je suis parti, je tiens la ligne ici seul. Pas seul. Ida organise les familles de la vallée sud. Tom Garrett a posté des hommes sur la route de la Crête. Et Edmund surveille le bureau des archives. Si Persing essaie de déposer quoi que ce soit pendant que vous êtes parti, nous le saurons dans l'heure. Caleb l'a fixé. Et si les hommes de Bellamy montent ici pendant que je suis à Denver, alors je gérerai ça. Avec quoi? Un pistolet que vous avez tiré 2 fois. Avec la même chose avec laquelle j'ai géré tout le reste. Ma tête. Il n'aimait pas ça. Elle pouvait le voir à la façon dont sa mâchoire travaillait. La façon dont ses mains agrippaient le bord de la table comme s'il se tenait en place. C'était un homme qui avait passé toute sa vie à résoudre les problèmes en étant présent, en se tenant entre la menace et la chose qu'il protégeait. Partir allait contre chaque instinct qu'il avait. Caleb. Will a tendu la main à travers la table et a mis sa main sur la sienne. Première fois qu'elle initiait le contact. Sa main était chaude, rugueuse, encore couverte d'ampoules du feu de la grange. Vous ne pouvez pas être à 2 endroits. Et en ce moment, Denver compte plus que cette crête. Si Persing statue avant que le marshal n'intervienne, nous perdons tout. L'eau, la terre, tout. Il a regardé sa main sur la sienne, puis son visage. « Revenez-moi » a-t-il dit. Les mots sont sortis rugueux, comme s'ils avaient été traînés sur du gravier. Nell a cligné des yeux. Ce n'était pas ce qu'elle s'attendait à ce qu'ils disent. « Revenez-moi. Pas soyez prudent, pas faites attention. Revenez-moi. » Comme si c'était elle qui partait, comme si c'était lui qui restait derrière, effrayé. « Je ne vais nulle part » a-t-elle dit. « Promettez-le-moi. » « Je le promets. » Il est parti avant midi, a scellé le cheval le plus rapide qu'il avait. Un Angre-noir avec des poumons de montagne et un tempérament qui correspondait au sien. Il a voyagé léger. Sac de couchage, gourde, fusil. Les documents que Nell avait préparés, scellés dans de la toile cirée et glissés dans sa sacoche de sel. Nell s'est tenue sur le porche et l'a regardé descendre la route de la crête jusqu'à ce que les arbres l'avalent. Puis elle est rentrée, a barré la porte, a chargé le pistolet et s'est remise au travail. Le premier jour sans Caleb a été le jour le plus calme que Nell ait passé depuis son arrivée à Silver Ridge. Elle l'a utilisé, a écrit les contrats de partage de l'eau à la main. Termes équitables. Accès égal, rotation saisonnière basée sur la taille du troupeau et la superficie. Elle l'a modelé sur les accords de travail qu'elle avait étudiés à Saint-Louis. Langage clair. Pas d'échappatoire. Rien qu'un avocat intelligent pourrait tordre. Le soir, elle avait 12 contrats prêts à être signés. Le deuxième jour, Ida Purcell est montée à la cabane avec des nouvelles. Persing a convoqué une session spéciale, a dit Ida. Elle était hors d'haleine, son bébé attaché à sa poitrine. Demain matin, huis clos, il va statuer sur les dépôts. Nell a senti le sol s'incliner sous ses pieds. Demain. Caleb n'est même pas encore à Denver. Je sais. C'est pour ça que je suis monté ici au galop avec un bébé de 3 mois. Qui vous l'a dit, Edmund? Il a vu l'avis affiché sur la porte du tribunal il y a 1 heure. Session spéciale. Pas de public. Chambre du juge seulement. Nell a agrippé le dossier de la chaise. Son esprit bougeait vite. Trop vite. Tournant à travers les options comme une roue cherchant un rayon pour s'accrocher. Si Persing statue en session fermée, il n'y a pas de dossier public jusqu'après le fait. Il peut autoriser le transfert, le déposer lui-même, et le temps que quelqu'un le voit, Bellamy possède la source. Peut-il faire ça? Il peut faire ce qu'il veut si personne ne regarde. Alors nous regardons. Nell a regardé Ida. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que nous nous montrons. Nous tous, chaque famille de cette vallée. Nous remplissons cette salle d'audience si serrée que Persing ne pourra pas respirer sans témoin. Il a dit session fermée.
Pas de public. Il a dit ça. Ça ne veut pas dire qu'on écoute. Nell a senti quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Pas de la peur, pas de la panique. Ah, quelque chose de plus féroce. Ida, si nous prenons d'assaut cette salle d'audience et que Persing nous jette dehors, il l'utilisera comme justification. Il dira que nous perturbons le processus légal. Il dira que nous sommes une foule. Alors nous ne la prenons pas d'assaut. Nous nous asseyons calmement, chaque siège rempli, chaque visage visible. Et quand Persing nous demandera de partir, nous ne le ferons pas. Ça pourrait faire arrêter des gens, chérie. Mon mari ne peut pas abreuver son bétail. Le puits de mon voisin s'assèche. Mon bébé boit de l'eau de ruisseau bouillie. Me faire arrêter est le cadet de mes soucis. Nell a fixé Ida Purcell, une femme d'éleveur aux mains gercées et un bébé sur la poitrine, qui venait de faire 2 heures de montée pour livrer un avertissement. D'accord, a dit Nell. Faites passer le mot. Chaque famille, demain matin, marche du tribunal à 8 heures. Déjà commencé. Garrett parcourt la vallée nord ce soir. Cooper à l'est, j'ai besoin que vous gériez le sud. Je pars maintenant. Prenez la jument. Elle connaît les routes. Nell a attrapé son manteau et le pistolet. À la porte, elle s'est retournée. Ida. Ouais, merci. Ida a changé son bébé de position et a haussé les épaules. Vous vous êtes levé pour nous dans cette église. Le moins que je puisse faire est de me lever avec vous dans un tribunal. Nell a chevauché jusqu'à la nuit. 4 ranchs, 4 familles. Chacun d'eux a dit oui avant qu'elle ait fini de parler. La peur qui les avait gardés silencieux pendant des années avait été remplacée par quelque chose de plus dur. Quelque chose qui brûlait plus lentement, mais durait plus longtemps. La colère, elle laisse rentrer à la cabane à minuit, a nourri les chevaux et s'est assise à la table pour manger des haricots froids directement de la boîte. Elle était trop fatiguée pour cuisiner, trop nerveuse pour dormir. Elle a ouvert son journal et a écrit une ligne. Demain, nous saurons si la vérité est plus forte qu'un marteau de juge. Puis elle l'a fermé et s'est allongée sur le lit, tout habillée. À 6 heures du matin, elle était sur la route de la crête descendant vers la vallée. À 7h30, les marches du tribunal étaient pleines. 23 familles, des hommes en vêtements de travail, des femmes avec des enfants sur les hanches. Edmund Hill se tenant près de la porte avec un livre de registre pressé contre sa poitrine comme un bouclier. Tom Garrett appuyé contre le poteau d'attache, les bras croisés et un regard qui défiait quiconque de le bouger. L'adjoint Welch se tenait de l'autre côté de la rue à regarder. Il avait rendu son badge il y a 2 jours, mais personne ne l'avait remplacé encore. Il était juste un homme maintenant. Un homme qui avait l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine. À 8 heures précises, et la porte du tribunal s'est ouverte. Le juge Persing est sorti. C'était un homme mince, précis, cheveux d'argenté séparés au milieu, lunettes en fil de fer. Le genre de visage qui semblait n'avoir jamais été surpris par quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Il a regardé la foule et s'est arrêté. C'est une séance à huis clos, a-t-il dit. Parties impliquées seulement. Personne n'a bougé. J'ai dit que c'est une séance à huis clos. Vous devez tous dégager ces marches. Tom Garrett a parlé le premier. Avec respect, monsieur le juge, chaque personne ici est une partie. Cette eau affecte chaque ranch de cette vallée. C'est une affaire de propriété entre le comté et monsieur Mercer. Cela ne concerne pas... Cela me concerne, a dit Ida Purcell. Cela concerne mon bétail, mes cultures et mes enfants. Si cette source change de main, chaque famille de la vallée sud perd son eau. Cela nous concerne tous, a dit la femme de Jack Dawson du 2e rang. Et nous ne partons pas. Le visage de Persing n'a pas changé. Mais ses mains-ci, elles ont agrippé le cadre de la porte juste assez pour montrer des jointures blanches. Si vous ne dégagez pas ces marches, je vous tiendrai tous pour outrage. Alors tenez-nous, a dit Nell. Elle s'est avancée à travers la foule, passant Garrett et Ida et Edmund. Elle s'est arrêtée au bas des marches et a levé les yeux vers le juge. Votre honneur, je m'appelle Eleanor Mercer. Mon mari est le propriétaire légal de la source du Haut-Bassin. Il est actuellement à Denver pour demander une intervention territoriale dans cette affaire. Je suis ici en tant que sa représentante et je demande que cette audience soit reportée jusqu'à ce que le bureau du Marshal territorial ait eu l'occasion d'examiner le dossier. Persing l'a regardé comme Bellamy l'avait regardé sur le quai, comme si elle était quelque chose qui n'avait pas sa place. Madame Mercer, vous n'avez aucun statut dans ce tribunal, vous n'êtes pas avocate.
Oui, vous n'êtes pas propriétaire. Et franchement, vous êtes dans cette ville depuis moins de 2 semaines. Je suis sa femme. En vertu de la loi territoriale du Colorado, cela me donne qualité pour représenter ses intérêts de propriété en son absence. Statut 14. Section 3. Paragraphe 8. Je l'ai lu hier. Un murmure a parcouru la foule. La mâchoire de Persing s'est serrée. Même si ce statut s'applique, oui, ce tribunal a l'autorité de procéder aux audiences prévues indépendamment de l'absence d'une partie. Il l'a. Mais si vous procédez aujourd'hui en séance à huis clos sans avis public et statuez en faveur d'un homme actuellement assis dans une cellule de prison pour fraude, chaque personne sur ces marches le saura, et le marshal territorial aussi. Est-ce une menace, Madame Mercer? C'est un fait, Votre Honneur, comme ceux dans ce dossier. Nell a tenu la copie des dépôts de Bellamy, comme ceux dans la déclaration sous serment que mon mari livre à Denver en ce moment même. Vous pouvez statuer aujourd'hui. C'est votre droit. Mais vous statuerez devant des témoins. Et quoi que vous décidiez sera au dossier public parce que nous ne partons pas. Persing s'est tenu dans cette embrasure et a regardé Nell, puis la foule derrière elle. 23 familles, 60 et quelques personnes. Chacun d'eux le fixant avec la patience calme et incassable des gens qui ont été poussés trop loin et n'ont nulle part où aller. Ils pouvaient le voir. Les mathématiques avaient changé. Ce n'était plus une séance à huis clos. Ce n'était pas de la paperasse bougeant tranquillement à travers les chambres. C'était public. Et tout ce qui est public a des conséquences. Cette audience est reportée, a dit Persing, en attente de révision territoriale. La foule n'a pas applaudi, n'a pas crié. Ils ont expiré. 23 familles expirant en même temps comme une rafale de vent traversant la vallée. Les genoux de Nell ont flanché, juste à peine, juste assez pour qu'Edmund Earl, debout derrière elle, mette une main sur son coude pour la stabiliser. « Vous l'avez fait, a-t-il chuchoté. « Nous l'avons fait, nous tous. » Persing a disparu dans le tribunal et a claqué la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Tom Garrett a marché jusqu'à Nell. Combien de temps avant que le marshal ne réponde? 2 jours, peut-être 3, selon la vitesse à laquelle Caleb chevauche. Et si Persing change d'avis avant? Nell a regardé la porte fermée du tribunal. Alors nous revenons. Et nous amenons plus de gens. Elle n'est pas retournée à la cabane ce soir-là. Ida a insisté pour qu'elle reste au ranch Purcell. Trop dangereux d'être seule sur la crête avec Caleb parti et les hommes de Bellamy encore dispersés dans la vallée. Nell n'a pas discuté. Elle était trop fatiguée pour discuter. Elle a soupé avec la famille d'Ida, aidé à laver la vaisselle, et s'est endormie sur un lit de camp dans l'arrière-salle avec le bébé ronflant dans le berceau voisin. Elle s'est réveillée à l'aube au bruit de sabots. Rapide. Elle était sur ses pieds avec un pistolet à la main avant qu'Ida n'atteigne la porte. Doucement, a dit Ida. C'est Garrett. Tom Garrett est arrivé au porche et est descendu de son cheval. Son visage était blanc. Persing a démissionné, a-t-il dit. Ce matin, a fait ses valises et est parti vers Denver avant le lever du soleil. Edmund a trouvé sa lettre de démission sur le bureau du tribunal. Nell a baissé le pistolet. Il a fui. Il a fui. A pris ses dossiers personnels avec lui. A laissé tout le reste. Ce qui signifie qu'il va essayer de devancer Caleb, atteindre le marshal en premier, raconter sa version avant que la vérité n'arrive là-bas. Garrett a secoué la tête. Il n'y arrivera pas. Persing voyage en calèche. Caleb est à cheval. Votre mari a une journée complète d'avance. Nell s'est appuyée contre le cadre de la porte et a fermé les yeux. Une journée d'avance. Tout suspendu à une journée. Nell, Ida était à côté d'elle. Respirez. Je respire, respirez plus lentement. Nell a ouvert les yeux. J'ai besoin d'aller à la cabane. Si Persing a vidé ses dossiers, il pourrait rester quelque chose au tribunal que nous pouvons utiliser. Et j'ai besoin de vérifier la crête. Si les hommes de Bellamy sont toujours là. Les hommes de Bellamy sont partis hier, a dit Garrett. Tous les 4 ont plié bagages après le tribunal. Sont partis vers le sud. Ils sont partis. Nell a senti quelque chose bouger en elle comme une corde qui avait été tendue pendant 12 jours se détendre soudainement. « Ça marche », a-t-elle chuchoté. « Ça marche », a dit Ida. « Maintenant, asseyez-vous et mangez le petit déjeuner avant de tomber. » Nell s'est assise. Elle a mangé. Moins qu'elle n'a pas goûté une seule bouchée parce que quelque part entre Silver Ridge et Denver, son mari faisait la course contre un juge corrompu sur une route de montagne, portant la vérité dans sa sacoche de sel et sa promesse dans sa poitrine.
Et tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre. Elle détestait attendre. Elle avait détesté ça à Saint-Louis quand les propriétaires de l'usine ont délibéré pendant 3 semaines avant de la licencier. Elle avait détesté ça dans le train pendant 6 jours. Elle avait détesté ça sur le quai quand la ville a ri et que personne n'est venu. Mais Caleb était venu. Et maintenant, elle était celle qui restait immobile pendant que quelqu'un d'autre portait le combat. Elle laisse retourner à la cabane cet après-midi-là, a nourri les chevaux, vérifier les clôtures que Caleb avait réparées avant de partir. S'est assise sur le porche et a regardé la vallée en contrebas. C'était calme. Le genre de calme qui vient après une tempête quand l'air est propre et le sol encore humide. Elle a ouvert son journal et a écrit « Il y a 12 jours, je suis descendu d'un train avec 4 dollars et une robe tenue par du fil. Aujourd'hui, j'ai une maison, un but, et une ville qui a écouté une femme que personne n'attendait voir parler. Si c'est à ça que ressemble recommencer à zéro, alors je le prends, cicatrice et tout. » Elle a fermé le journal, a attendu. Le troisième soir, Woodall a entendu des bruits de sabots sur la route de la crête. Elle a attrapé le pistolet et est allée à la fenêtre. Un cavalier. Cheval noir. Bougeant vite, mais pas d'imprudent. La façon dont un homme chevauche quand il est fatigué mais a de bonnes nouvelles à porter. Caleb, elle a débarré la porte et est sortie sur le porche. Il est entré dans la clairière et s'est arrêté au corral. Est descendu. On est resté là un moment avec sa main sur l'encolure du cheval, comme s'il avait besoin de toucher quelque chose de réel avant de pouvoir parler. Puis il l'a regardé. « Le marshal arrive », a-t-il dit. 5 jours, enquête complète, autorité territoriale sur tous les dépôts du comté. Persing n'est jamais arrivé. Sa calèche a perdu une roue au col de Kenosha. Les hommes du marshal l'ont ramassé sur la route avec une malle pleine de documents falsifiés. La main de Nell est allée à sa bouche. « C'est fini », a dit Caleb. « Le transfert est annulé. Bellamy fait face à des charges territoriales. Persing fait face à une radiation du barreau. Et chaque dépôt dans ce tribunal est sous révision fédérale. » Nell s'est tenue sur le porche et a senti le poids de 12 jours se soulever de ses épaules. Pas tout d'un coup. En morceaux. Comme une armure qu'on déboucle plaque par plaque. Elle s'est assise sur la marche parce que ses jambes ne la tenaient plus. Caleb a marché vers elle et s'est assis à côté d'elle. Près, leurs épaules se touchant, ils sont restés assis en silence pendant un long moment. « Vous avez tenu la ligne », a-t-il dit. « J'ai tenu la ligne. Garrett m'a parlé du tribunal. Vous vous êtes tenu sur ces marches et avez fait face à un juge. Je n'étais pas seul. 23 familles se sont tenues avec moi. Elles se sont tenues avec vous parce que vous vous êtes tenu la première. » Nell s'est tournée pour le regarder. Il était sale. 3 jours de poussière de piste, mal rasé, yeux rouges d'épuisement. Mais en dessous de tout ça, quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant, la paix, pas le bonheur, pas le soulagement, la paix. Le genre qui s'installe sur le visage d'un homme quand la chose pour laquelle il se battait cesse enfin d'être un combat et commence à être une vie, Caleb. Ouais. Je n'allais pas vous dire ça avant que tout soit réglé, mais je pense que c'est assez réglé. Me dire quoi? Elle a pris sa main, rugueuse, cailleuse, stable. Je ne suis pas venu ici pour la terre. Je ne suis pas venu ici pour l'eau ou la cabane ou la montagne. Je suis venu ici parce que votre lettre était la seule qui me demandait ce pourquoi j'étais doué au lieu de ce à quoi je ressemblais. Et j'ai besoin que vous sachiez que quoi que ce soit, quoi que nous construisions, je ne suis pas ici parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller. Je suis ici parce que j'ai choisi ça. Je vous ai choisi. Caleb a tenu sa main et n'a pas parlé pendant un long moment. Puis il a dit, « Vous n'étiez pas ce à quoi je m'attendais. » Nell, je sais. Vous étiez plus. Il ne l'a pas embrassé. Pas encore. Ce n'était pas comme ça que la confiance bougeait entre des gens qui l'avaient construite à partir de rien. Elle bougeait lentement, régulièrement, un mot honnête à la fois. Mais il a tenu sa main sur cette marche de porche et elle l'a laissé faire. Et la nuit est descendue autour d'eux, douce et sombre, et pleine du son de l'eau courant libre. Le marshal territorial est arrivé un mardi. Son nom était James Kincaid. Et il est entré à Silver Ridge avec 4 adjoints et une mallette de documents qui pesaient plus que la conscience de la plupart des hommes. Il ne s'est pas annoncé au saloon, ne s'est pas arrêté au bureau du maire. Il est allé directement au tribunal, est descendu de cheval et a cloué un avis fédéral sur la porte avant que quiconque dans la rue ne puisse comprendre qui il était.
Quand Edmund Hale a été la première personne à l'intérieur, il est ressorti 3 minutes plus tard, a marché directement au magasin général. Il a dit à la femme du propriétaire, qui l'a dit à la fille du forgeron, qui l'a dit à Ada Purcell, qui est montée sur la route de la Crête au galop. Enquête fédérale, a dit Ada. Hors d'haleine sur le porche de Nell. Audit complet. Chaque dépôt dans le comté remontant à 5 ans. Kincaid a saisi le bureau des archives et a posté des adjoints aux 2 portes. Ouais, Nell a posé le contrat d'eau qu'elle éditait. A-t-il apporté des mandats d'arrêt? 2. Bellamy et Persing. Bellamy est déjà en détention. Persing a été ramassé sur la route. Vous vous souvenez? Il le transfère à la prison fédérale de Denver. Et pour la pétition de transfert? Annulée. Kincaid l'a frappé dès la première heure, a dit que c'était le cas de fraude administrative le plus flagrant qu'il ait vu en 12 ans de service territorial. Les mains de Nell se sont mises à la place sur la table. Elle a appuyé fort. Sentant le grain du pain, s'ancrant à quelque chose de solide. C'était réel, après tout. Le quai, le rire, le coffre, la chevauchée de minuit, la grange en feu, les marches du tribunal. C'était réellement réel. Maintenant. Ida la regardait. Vous allez bien? Je vais bien. J'ai juste besoin d'1 minute. Prenez-en 2. Vous l'avez mérité. Nell en a pris 3, puis elle s'est levée, a plié les contrats dans son manteau. Elle a dit, j'ai besoin d'aller en ville. Je me doutais que vous diriez ça. La jument est scellée. Elles sont descendues ensemble. Ida a parlé tout le long des familles qui avaient été au tribunal. De Tom Garrett organisant une vraie réunion municipale. De la femme de Jack Dawson parlant déjà d'un nouveau fonds scolaire. De la famille Cooper offrant d'aider à reconstruire la grange de Caleb. Nell écoutait et disait très peu. Son esprit était 3 coups en avance. Comme toujours. La crise était finie, mais le travail ne l'était pas. La crise est un incendie. Le travail est une fondation. L'un attire l'attention, l'autre se construit. Silver Ridge semblait différente quand elles sont arrivées. Pas physiquement. Mais l'énergie avait changé. Les gens étaient sur les trottoirs à se parler. Pas le mélange prudent et yeux baissés d'une ville sous la coupe d'un patron. De vraies conversations, le genre où les gens se regardent en face. Une femme que Nell ne reconnaissait pas est descendue du trottoir et a arrêté son cheval. « Madame Mercer, oui, je suis Ruth Greenlee. Mon mari tient le magasin d'alimentation. Je n'étais pas à l'église ce dimanche, j'aurais dû l'être. Je voulais vous dire que je suis désolé. » Nell l'a regardé de haut depuis sa selle. Les yeux de Ruth Greenlee étaient rouges. Elle avait pleuré. Pas le genre théâtral. Le genre qui vient de la réalisation que vous faites partie de quelque chose de laid et que vous ne faites rien pour l'arrêter. Vous êtes ici maintenant, a dit Nell. Ça compte. Ruth a hoché la tête rapidement, a essuyé ses yeux et a reculé. Ida s'est penchée depuis son cheval. C'est la 6e aujourd'hui. Des gens sortant du bois pour s'excuser. Ils ne me doivent pas d'excuses, peut-être pas. Mais ils ont besoin d'en donner pour eux-mêmes. Nell a trouvé le Marshal Kincaid au tribunal. C'était un homme grand au visage bruni par le soleil. Et le genre de patience qui vient d'années passées à démêler les désordres des autres. « Madame Mercer, a-t-il dit quand elle est entrée, votre mari m'a beaucoup parlé de vous. J'espère qu'il était précis. Il a dit que vous étiez celle qui avait trouvé les dépôts. Lu les contrats, organisé les éleveurs, tenu tête à un juge sur ses marches de tribunal. J'ai eu de l'aide. Il a dit que vous diriez ça aussi. Kincaid a tiré une chaise pour elle. Asseyez-vous. Nous devons parler de la suite. Nell s'est assise, les doigts sur l'eau, entre autres choses. Le plan de saisie de propriété de Bellamy est mort. Les décisions de Persing des 3 dernières années sont sous révision, ce qui signifie que chaque décision foncière, chaque évaluation fiscale, chaque servitude qu'il a autorisée est maintenant sujette à un audit fédéral. Ça va prendre des mois. Et pendant ces mois, l'eau reste avec votre mari. La source, le débit, le bassin. Tout reste sous la propriété légale de Mercer. Ça ne change pas. Je ne veux pas que ça reste juste avec nous. Je veux que ce soit formalisé. Un accord d'utilisation partagée. Chaque éleveur de cette vallée obtient un accès égal basé sur la superficie et la taille du troupeau. Rotation saisonnière, registre public. Kincaid l'a étudié. Vous avez déjà rédigé ça, n'est-ce pas? Nell a sorti les contrats de son manteau et les a posés sur la table. 12 copies, une pour chaque ranch participant. Les termes sont équitables, le langage est clair. Je l'ai modelé sur les pactes d'eau territoriaux du Wyoming.
Kincaid a pris le premier contrat et l'a lu. Ses sourcils se sont levés. Il a lu le deuxième, puis le troisième. Madame Mercer, qui vous a appris le droit des contrats? Personne, je me suis appris moi-même. 3 ans dans une usine textile à regarder des avocats protéger les gens qui n'avaient pas besoin de protection. Je me suis dit que s'ils pouvaient l'apprendre, je le pouvais aussi. Kincaid a posé les contrats et s'est adossé. Ils sont meilleurs que ce que la plupart des avocats territoriaux produisent. Je le pense vraiment. Alors les signerez-vous comme témoins? Je ferai mieux que ça. Je les déposerai au bureau territorial comme un pacte fédéral sur Léo. Ça signifie qu'aucun juge de comté, aucun futur maire, personne ne peut les annuler sans approbation fédérale. Le souffle de Nell s'est coupé. Elle ne s'était pas attendue à ça. Elle s'était attendue à une résistance bureaucratique, des formulaires et des retards, et peut-être éventuellement, un jour, une approbation tiède. Au lieu de cela, la plus haute autorité légale du territoire offrait de faire de ces contrats manuscrits une loi fédérale. Oui, a-t-elle dit, s'il vous plaît. Kincaid a hoché la tête. Amenez vos éleveurs au tribunal demain. Nous les signerons devant témoins et je les déposerai avant de partir. Merci, Marshall. Ne me remerciez pas. Remerciez-vous et se marie à vous. Il a chevauché 2 jours d'affilée pour atteindre mon bureau. Est entré couvert de poussière, a laissé tomber un dossier sur mon bureau et a dit « Ma femme a trouvé ça. Elle est plus intelligente que moi. Lisez-le. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme dit à la légère. » Nell a quitté le tribunal et s'est tenue sur les marches où elle avait affronté Persing il y a 4 jours. Le même bois sous ses pieds, le même soleil au-dessus. Oui, mais tout le reste avait changé. Elle était encore là quand Caleb est arrivé. Il est descendu et a marché jusqu'à la base des marches. A levé les yeux vers elle. Kincaid vous a parlé? Il l'a fait. Et demain, cérémonie de signature. Pacte fédéral sur l'eau. Chaque éleveur de la vallée. Caleb a mis son pied sur la première marche. Vous avez fait tout ça en 2 semaines. 13 jours. 13 jours. Il a secoué la tête. Pas d'incrédulité. De quelque chose de plus profond. Vous savez. Quand j'ai posté cette lettre à l'agence, j'ai demandé quelqu'un qui resterait. Je n'ai pas demandé quelqu'un qui reconstruirait une vallée entière. Vous avez eu les deux? J'ai eu plus que les deux. Il a monté les marches et s'est tenu à côté d'elle, assez près pour que leurs bras se touchent. Maintenant, j'ai besoin de vous dire quelque chose. D'accord, quand j'ai chevauché vers Denver, j'ai eu 2 jours seul sur cette route, rien que l'air de la montagne et mes propres pensées. Et la seule chose à laquelle je pouvais penser, pas l'eau, pas Bellamy, pas la terre, la seule chose à laquelle je pouvais penser était de savoir si vous seriez là quand je reviendrais. Je vous ai dit que je le serais. Je sais. Mais des gens m'ont déjà dit des choses. Mon père m'a dit qu'il garderait cette terre. Il ne l'a pas fait. Ma mère m'a dit qu'elle resterait. Elle ne l'a pas fait. Les gens se disent des choses. Les mots sont faciles. Je ne suis pas les gens, Caleb. Non, vous ne l'êtes pas. Il s'est tourné pour lui faire face. Vous êtes l'homme qui s'est présenté avec 4 $ et une malle éraflée et qui a affronté un maire, un juge et une ville entière. Et vous l'avez fait non pas parce que vous le deviez, parce que vous l'avez choisi. 3 $. Je n'arrête pas de vous le dire. Il a ri. Ce sont rugueux et courts qu'elle n'avait entendu qu'une fois auparavant. Mais cette fois, il a duré plus longtemps. Cette fois, il s'est installé dans quelque chose de chaud. 3 $, a-t-il dit. Que Dieu vienne en aide à l'homme qui sous-estime une femme avec 3 $. La signature a eu lieu le lendemain matin à 10 heures. Chaque famille est venue. 23 ranchs, mari et femmes ensemble. Certains ont amené leurs enfants. Edmund Hale se tenait derrière la table avec de nouvelles lunettes et un nouveau registre, enregistrant chaque signature avec la précision d'un homme qui comprenait que la paperasse pouvait détruire et que la paperasse pouvait sauver. Et la seule différence était qui tenait le stylo. Caleb a signé en premier, puis Nell comme copropriétaire en vertu du statut de propriété conjugale qu'elle avait trouvé dans le code territorial. Tom Garrett a signé ensuite, puis Ida Purcell, puis les Dawson, les Cooper, les Harper, une famille après l'autre. Ouais, chaque nom une ligne tracée à l'encre qui disait « Nous sommes ici, nous comptons. Cette eau nous appartient à tous. » Roscoe Tate a été le dernier à arriver. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte du tribunal et n'est pas entré. Nell l'a vu et a senti son estomac se serrer. Tate, l'homme qui lui avait dit de quitter sa terre. L'homme que Bellamy avait acheté avec des frais de pâturage gratuits. Caleb l'a vu aussi.
Sa main a bougé vers sa hanche, pas vers le revolver, juste vers la ceinture. Une habitude, une préparation. Tate a regardé la salle, les familles, les contrats sur la table, les Marshall Kincaid debout les bras croisés. Puis il a regardé Nell. Madame Mercer, Monsieur Tate, je vous dois des excuses, vous ne me devez rien. Si. Bellamy m'a dit que Mercer thésaurisait l'eau. Je l'ai cru parce que c'était plus facile que de poser des questions. J'ai fait paître mon bétail sur des terres publiques parce que Bellamy regardait ailleurs et je me suis dit que ça rendait la chose acceptable. Il a enlevé son chapeau, l'a tenu contre sa poitrine. Ce n'était pas acceptable. Rien de tout ça ne l'était. La salle était silencieuse. J'aimerais signer, a dit Tate, si vous voulez bien de moi. Nell a regardé Caleb, où il a fait un signe de tête à peine visible. Les termes sont les mêmes pour tout le monde, a dit Nell. Accès équitable, rotation égale, ou registre public. Et vous payez vos frais de pâturage à partir de cette saison. Je le ferai. Alors signez. Tate a marché jusqu'à la table, a pris le stylo et a écrit son nom. Sa main était stable. Quand il a fini, il a posé le stylo et a regardé Nell. Vous aviez raison sur une chose que vous avez dite à mon ranch. Laquelle? Les gens en colère ne protégeaient pas le voleur. Il a remis son chapeau et est sorti. Ida Purcell est apparue au coude de Nell. Eh bien, que je sois damné. Langage, Ida. Il y a un bébé présent. Le bébé a entendu pire. Elle vit dans un ranch de bétail. Nell a ri. Un vrai rire. Le genre qui commence dans le ventre et ne demande pas la permission. Kincaid a déposé les pactes cet après-midi-là. Sceau fédéral, enregistrement territorial, 24 signatures. Il a serré la main de Nell sur les marches du tribunal et a dit quelque chose dont elle se souviendrait pour le reste de sa vie. Madame Mercer, un 12 ans de service territorial. J'ai vu beaucoup de gens se battre pour la terre, se battre pour l'eau, se battre pour le pouvoir, mais je n'ai jamais vu quelqu'un se battre pour l'équité. Pas comme ça. Cette vallée a de la chance que vous soyez descendu de ce train. Il est monté sur son cheval et a quitté Silver Ridge avec ses adjoints derrière lui. Nell l'a regardé partir et a senti le poids enfin se lever. Pas le débouclage lent pièce par pièce qu'elle avait ressenti sur le porche avec Caleb. C'était différent. C'était tout le truc parti. Comme poser une malle qu'elle portait depuis 13 jours et réaliser que ses bras tremblaient. Elle s'est assise sur les marches du tribunal. Caleb s'est assis à côté d'elle. « Vous tremblez, a-t-il dit. Je sais, c'est quand la dernière fois que vous avez mangé? Je ne me souviens pas, c'est ce que je pensais. Il s'est levé et a offert sa main. Venez. Ida a installé une table à l'église. Toute la ville mange ensemble ce soir. Toute la ville, jusqu'au dernier. Et Garrett avait apporté un bœuf. La femme de Cooper a fait 3 tartes. Même Ruth Greenlee a apporté du pain. Nell a pris sa main et s'est levée. Je ne suis pas doué pour les célébrations. Moi non plus. Nous serons mauvais ensemble. Ils ont marché jusqu'à l'église. Les portes étaient ouvertes. Des tables avaient été traînées dans la cour. La nourriture était étalée sur chaque surface. Les enfants couraient entre les jambes des adultes. Quelqu'un avait apporté un violon. Quelqu'un d'autre avait apporté une guitare. Quand Nell est entrée dans la cour, la conversation s'est arrêtée. Elle s'est figée. Puis Ida Purcell a commencé à applaudir. Lentement, délibérément, Tom Garrett a rejoint. Puis Edmund, puis Dawson, puis Cooper. Un par un. Chaque personne dans cette cour a mis ses mains ensemble. Et le son a monté comme une vague roulant du fond de la vallée jusqu'au sommet de la crête. Nell se tenait devant cette foule et ne savait pas quoi faire de ses mains. Elle avait affronté un maire, déjoué un juge, organisé une vallée, mais elle n'avait aucune idée de comment se tenir devant des gens qui étaient reconnaissants. Caleb s'est penché près de son oreille. « Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Je sais. Mais si vous voulez, c'est le moment. » Nell a regardé les visages. Ida avec son bébé. Edmund avec ses nouvelles lunettes. Tom Garrett avec ses bras toujours croisés, mais ses yeux doux. Ruth Greenlee debout au fond. Toujours les yeux rouges, mais souriante. Roscoe Tate assis seul à une table avec une assiette de nourriture qu'il n'avait pas touchée, la regardant avec l'attention silencieuse d'un homme reconsidérant tout ce qu'il croyait savoir. « Je ne suis pas doué pour les discours, a dit Nell. « C'est bon, a crié Ida. Parlez juste. » Nell a pris une respiration.
Il y a 13 jours, je suis descendu d'un train et cette ville a ri de moi. Je ne vous en veux pas. Je ne ressemblais à rien. Voilà une femme dans une robe rapiécée, avec une malle éraflée et pas de chapeau. Quelques personnes ont détourné le regard. Mais quelqu'un sur ce quai a vu quelque chose de différent. Il n'a pas vu la robe. Il a vu la colonne vertébrale. Et parce qu'il l'a fait, je me tiens ici aujourd'hui. Elle a regardé Caleb. Il se tenait à 3 pieds à sa gauche, chapeau dans les mains, la regardant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage avant. Ouverte, sans garde. Comme s'il avait abattu chaque clôture qu'il avait jamais construite. Je n'ai pas sauvé cette vallée, a continué Nell. Vous l'avez fait. Chacun de vous qui s'est présenté à ce tribunal. Chacun de vous qui a frappé à la porte d'un voisin et a dit « Ce n'est pas juste. J'ai juste lu la paperasse. Vous avez fait la partie difficile. Vous avez choisi de vous lever. Vous vous êtes levé la première, a dit Ida. Peut-être. Mais se lever seul n'est pas du courage. Se lever seul est de l'entêtement. Le courage est ce qui s'est passé quand vous vous êtes levé avec moi. La cour était silencieuse. Pas le silence inconfortable du quai, le silence plein, le genre qui a du poids. Alors voici ce que je veux dire à Silver Ridge. Adinel, cette eau est à vous. Cette terre est à vous. Et à partir de maintenant, personne. Pas un maire, pas un juge, pas qui que ce soit. Ne prendre ce qui est à vous sans répondre à vous tous, ce n'est pas une promesse de ma part. C'est une promesse de chaque nom sur ces contrats. Ida est recommencé à applaudir. Cette fois, toute la cour a suivi. Fort, soutenu, le genre de son qui résonne sur les montagnes. Nell a reculé et a trouvé Caleb à côté d'elle. Vous aviez dit que vous n'étiez pas doué pour les discours. Il a dit que je ne le suis pas. Vous êtes une menteuse, Nell Mercer. Première fois que vous m'appelez comme ça. Appelez comment? Nell Mercer. Pas Mademoiselle Whittaker. Pas Mademoiselle Nell. Nell Mercer. Il l'a regardé. C'est qui vous êtes? Ouais, a-t-elle dit. J'imagine que oui. Ils ont mangé. Nell s'est assise entre Caleb et Ida. Et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Saint-Louis, elle a senti la chaleur de l'appartenance s'installer autour d'elle comme une courte pointe qu'elle n'avait pas à gagner. Le violon a joué. Les enfants ont dansé. Garrett est entré dans une dispute avec Dawson sur les marques de bétail qui s'est transformée en rire. Edmund Hale a bu 2 bières. Ed a raconté une histoire sur le visage de Persing quand les hommes du Marshall l'ont attrapé sur la route qui a mis toute la table en larmes. À mesure que la soirée avançait, la foule s'est éclaircie. Les familles sont rentrées chez elles. Des lanternes ont été allumées le long de la rue principale. Le violon a ralenti en quelque chose de plus doux. Nell et Caleb ont marché jusqu'au chariot dans la pénombre. Caleb. Ouais, j'ai autre chose à vous dire. J'allais attendre. Mais je suis fatigué d'attendre. Il a arrêté de marcher. Qu'est-ce que c'est? Elle s'est tournée pour lui faire face. J'ai écrit à l'agence avant de quitter Saint-Louis. Je leur ai dit de fermer mon dossier. Je leur ai dit que je n'aurais plus besoin de leur service. Peu importe ce qui se passait à Silver Ridge, je ne retournais pas en arrière. Vous avez décidé ça avant d'arriver ici. J'ai décidé ça le soir où j'ai lu votre lettre. Celle où vous disiez que vous vouliez quelqu'un qui resterait. Je l'ai lu 4 fois. Et la 4e fois, j'ai su. Su quoi? Que vous ne cherchiez pas juste une femme, vous cherchiez un partenaire. Quelqu'un à côté de qui se tenir. Pas derrière, à côté. Et je cherchais quelqu'un comme ça toute ma vie. Caleb a posé son chapeau sur le siège du chariot. Il a tendu la main et a pris ses 2 mains, les a tenues, les a regardées, la peau gercée, les callosités. Les ongles coupés courts pour le travail. Ses mains, a-t-il dit. Ses mains ont lu des contrats et chargé des pistolets et écrit des pactes et tenu un stylo pendant qu'un commis mettait la vérité sur papier à 4 heures du matin. Elles font aussi du pain de maïs décent. Elles le font mieux que du pain de maïs décent. Elle a ri. Il a ri avec elle. Et puis le rire s'est estompé. Et ils étaient juste 2 personnes debout dans le noir. Se tenant la main à côté d'un chariot à la fin des 13 jours les plus longs de leur vie, il l'a embrassée. Pas brutalement, pas désespérément, lentement, comme un homme qui avait appris que les meilleures choses de la vie ne se prennent pas. Elle se donne, et elle l'a embrassé en retour, parce qu'elle avait passé 4 ans seule et 13 jours à se battre, et elle était fatiguée de faire les 2 sans quelqu'un sur qui s'appuyer. Ils sont remontés sur la montagne dans le noir, côte à côte sur le banc du chariot.
Les étoiles épaisses au-dessus. Le ruisseau courant derrière la cabane assez fort pour être entendu depuis la route de la crête. Caleb s'est arrêté au corral et a mis le frein. Il est descendu et est venu de son côté. A offert sa main. Elle l'a prise. Est descendu. N'a pas lâché. Caleb, ouais, j'ai besoin que vous sachiez que ce que j'ai dit sur le porche est à propos de vous choisir. Je le pensais. Pas à cause de la terre ou de l'eau ou de la montagne. À cause de qui vous êtes. Un homme qui a regardé une femme dans une robe délavée et a vu sa valeur avant qu'elle ne puisse la prouver. Vous n'aviez pas à la prouver, Nell. Elle était là tout le temps. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour s'arrêter assez longtemps pour la voir. Elle s'est penchée contre lui. Il a mis son bras autour d'elle, solide, stable, de la même façon qu'il tenait une corde ou un fusil ou les rênes d'un Mustang à moitié sauvage. Avec le genre de force qui n'a pas besoin de s'annoncer. Ils sont entrés dans la cabane ensemble. 2 chaises à la table, 2 tasses, 2 assiettes. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, ça ressemblait à la maison. 3 mois plus tard, par un matin frais de septembre, Nell a ouvert le magasin de fourniture qu'elle construisait en ville. Un petit endroit, bien approvisionné, prix équitable. Elle a embauché la fille de Ruth Greenlee pour travailler au comptoir en semaine et gérer les comptes elle-même le samedi. Ada Purcell a organisé la coopérative de bétail des veuves avec l'argent de départ des familles d'éleveurs. 8 femmes, 46 têtes de bétail, droite de pâturage partagées en vertu du pacte fédéral que Nell avait écrit. Edmund Hale a été nommé greffier du comté par le gouverneur territorial. Il a accepté le poste à une condition. Que chaque dépôt dans le comté soit rendu public dans les 24 heures suivant sa soumission. Pas d'exception, pas de documents scellés, pas d'accord en coulisses. Tom Garrett s'est présenté comme maire. Il a gagné sans opposition. Roscoe Tate a payé ses frais de pâturage, chaque centime. Et le premier jour de la rotation saisonnière, il est monté à la source de Caleb, et rempli ses gourdes, et a soulevé son chapeau vers Nell sans dire un mot. Il n'en avait pas besoin. Un dimanche de fin octobre, Nell était assise sur le porche avec son journal ouvert sur ses genoux. Caleb était dans le corral, travaillant un jeune Mustang avec les mains lentes et patientes d'un homme qui comprenait que la confiance ne peut pas être forcée. Elle l'a regardé et a senti quelque chose bouger en elle. Pas le but qu'elle avait trouvé lors de la montée en chariot. Pas la fureur qu'elle avait portée au tribunal. Quelque chose de plus calme, de plus profond. Elle a mis sa main sur son ventre. Pas encore, mais bientôt. Elle pouvait le sentir de la façon dont une femme sent le temps changer dans les os, dans le souffle, dans la connaissance tranquille que le corps sait des choses que l'esprit n'a pas encore rattrapées. Elle ne l'a pas dit à Caleb ce jour-là. Elle avait attendu d'être sûre. Elle le lui a dit un mardi soir de novembre. Assise à la table où elle avait étalé ses papiers pour la première fois et trouvé les failles dans le plan de Bellamy. Oh, Caleb, ouais, nous allons avoir besoin d'une plus grande table. Il a levé les yeux de son café. Pourquoi ça? Parce qu'au printemps, nous serons 3 autour. Sa tasse s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il l'a posée lentement, l'a fixée. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Il s'est levé, a fait le tour de la table, s'est agenouillé devant elle. Pas en effondrement, pas en drame, mais de la façon dont un homme s'agenouille quand le sol sous lui a bougé et qu'il a besoin d'être plus près de la terre. Il a pris ses mains. Alors cette terre a un avenir qui vaut la peine de se battre, a-t-il dit. Nell a mis ses mains sur son visage, mâchoire rugueuse, peau chaude, des yeux en qui elle avait eu confiance avant d'avoir une raison de le faire. Elle en a toujours eu un, a-t-elle dit. Nous devions juste nous battre pour lui d'abord. Un an après que Eleanor Nell Whitaker soit descendue du train à Silver Ridge dans une robe en coton délavé. Le 240 vers l'est est entré en gare un mardi après-midi. Une femme est descendue, jeune, fatiguée, un seul sac à la main et une lettre dans sa poche. Une autre mariée par correspondance. Le quai était plein. Même visage, même trottoir, même soleil. Mais personne n'en rit. Nell Mercer s'est avancée. Elle portait une tasse d'eau dans une main et son bébé sur sa hanche. « Bienvenue à Silver Ridge », a-t-elle dit. « Quel est votre nom? » La femme l'a regardé, a regardé la tasse, a regardé la ville derrière elle, les gens se tenant tranquillement, les visages ouverts, l'absence de moquerie. « C'est elle », a dit la femme. « Clara Dunn. Eh bien, Clara, vous avez l'air d'avoir fait un long voyage, ces jours. Je connais ce sentiment.
Nell a offert l'eau. Buvez, reposez-vous. Vous êtes en sécurité ici. Clara a pris la tasse avec des mains tremblantes et a bu. Caleb se tenait derrière Nell, pas comme son protecteur, pas comme son sauveur, comme son partenaire, l'homme qui avait regardé une femme en haillons et vu la pluie. Le bébé s'est agité. Nell l'a bercé doucement. Caleb a mis sa main sur l'épaule de Nell, légère, stable, certaine. Et sur ce quai où tout a commencé, Nell Mercer a fait pour une étrangère ce que personne n'avait fait pour elle. Elle a offert la dignité avant qu'elle ne soit gagnée. Parce qu'elle savait mieux que quiconque dans cette vallée. Mieux que quiconque ayant jamais descendu d'un train dans une ville pleine d'étrangers. Que la valeur n'est pas cousue dans la soie. Elle est portée dans la colonne vertébrale. Et parfois, la chose la plus forte que quelqu'un puisse faire est de regarder une personne que le monde a déjà rejetée et de dire les trois mots qui changent tout. Elle est venue pour